Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosic saison 6. On va vous parler de musique que l'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Quand je dis on, c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime. Comme d'hab, on va vous faire chacun une grosse reco avec bien sûr des petites recos cachées dedans et à la fin un truc en plus qui est pour le coup très rattaché à la musique. On y reviendra. Vous avez nos voix, vous avez le programme, vous nous connaissez, donc go de go, c'est quoi ta reco Ororo? Alors, Maroc aujourd'hui, c'est Odd Fellows Rest de Crowbar. Donc, Odd Fellows Rest, c'est un album de 98 et Crowbar, c'est un groupe qui remonte aux années 90. Et ce groupe, donc, qui a été fondé par Kurt Quinstein, qui est le chanteur-guitariste, et Todd Strange, qui est la basse. C'est un groupe qui a subi pas mal de changements, donc il y a vraiment pas mal de monde qui est passé dedans. À l'époque de Odd Fellows Rest, ils ont encore dans le line-up Jimmy Bower, qui est à la batterie, et c'est le dernier album avec Crowbar, mais Kurt Quinstein va le retrouver par la suite dans Down, avec Phil Anselmo. Et à l'autre gratte et au backing vocals, on trouve Sammy Pierre Duet, qui est à la guitare et au backing vocals, et qui était aussi membre fondateur de Acid Bath, et qui est aussi dans Goat War, qui est son projet principal. Donc c'est un groupe qui est du coup lié à Acid Bath, mais c'est un petit peu léger parce que pour le coup le gratteux Duet en fait a intégré le line-up en fait après que la plupart de l'album a été pas enregistré mais composé. Il n'y a qu'un seul morceau qui est Beyond the Black Horizon sur ce disque qui a été composé avec Sammy Pierre Duet, et on va y revenir. Donc c'est un groupe qui est originaire de la Nouvelle-Orléans, tout comme Acid Bath. Crowbar, c'est vraiment le son du bayou, le son de la Louisiane. Ça s'entend dans les sonorités blues en fait qu'il y a dans le disque. Et c'est un groupe qui est affilié au milieu sludge, ou en tout cas à la scène sludge, mais c'est un terme qui est un peu repoussé par Quinstein, et on comprend un petit peu pourquoi, parce que même si il y a le côté lourd, dépressif, lent, ça reste quand même un groupe qui est beaucoup plus propre en fait dans son son, et qui est un petit peu plus, qui sonne plus comme un mélange de Black Sabbath et de Pantera en fait. En gros, Crowbar, c'est comme si Black Sabbath avait soulevé beaucoup de fonte et bu beaucoup plus de bière. C'est vraiment le son. Donc, Crowbar, c'est un groupe qui a eu pendant très 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 longtemps un succès d'estime, qui était extrêmement connu dans le milieu, mais pas tant que ça connu du grand public. Il y a même une interview post Odd Fellows Rest de Bauer, je crois, non, de Todd Strange en fait, où il disait genre oui, tout le monde nous connaît dans l'industrie, maintenant il manque plus que les gens qui achètent des disques nous découvrent, tu vois. Il dit genre okay, et là c'était déjà au bout de 5-6 albums, tu vois, donc c'est un groupe qui a quand même pas mal galéré. Ils ont surtout en fait gagné en notoriété, je trouve, avec l'association avec Down. Donc une fois que Weinstein a intégré Down, qui est une sorte de super groupe en gros, simplement. Donc c'est un groupe qui est basé sur la Louisiane.
et qui avait été assemblé par Phil Anselmo, en fait, de chanteur de Pantera, qui a donc assemblé Jimmy Bower et Pepper Keenan et Kirk Windstein pour faire une sorte de stoner doom en fait, très influencé par Saint Vitus. Euh, et donc du coup ils ont sorti d'abord un premier disque qui était d'ailleurs sorti, enfin les premières démos quand c'était sorti ils n'avaient pas annoncé le line-up donc les gens s'échangeaient le truc en disant genre putain c'est un truc de ouf. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, ils ont signé, ils ont enregistré, et ils ont sorti un truc. Et ça a eu un gros succès. Puis ça a pas, enfin, il n'y a pas eu trop de suite. Et c'est un peu après la fin de Pantera, en fait, parce que c'était vraiment vers la fin de Pantera que le premier Down est sorti. Et après la fin de Pantera, du coup, enfin, Anselmo a remis le pied à l'étrier, fait genre bon bah écoutez les gars, moi j'ai du temps maintenant, donc on va faire ça. Et personnellement, je trouve que les deux premiers Down, moi je les avais adorés à l'époque. Donc c'était avant le salut nazi de Anselmo. Donc depuis, j'ai pas réécouté. Hein, ça m'a un peu niqué les disques. Ouais. Mais musicalement, enfin, c'est très bien. C'est juste qu'il faut être capable de séparer le fait que le mec qui te chante du blues, c'est un vieux connard. Et bah, personnellement, je peux pas. Donc, ceci dit, ça a bénéficié de notre petit Kurt Weinstein, hein, qui, du coup, hein, s'est un peu plus fait connaître. Et c'est un groupe, en fait, qui continue encore pendant longtemps, hein, et continue encore maintenant, mais a gagné, en fait, en notoriété tout récemment, puisque, par un effet totalement inattendu, lié à ce qu'on a parlé dans l'épisode précédent par rapport aux opérations psyop et aux opérations promotionnelles et Ouais. marketing qu'il y a sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur TikTok, il se trouve que ben, Crowbar, en fait, a vu un public beaucoup plus jeune découvrir un morceau de Crowbar. Et alors, pas du tout un morceau connu de Crowbar, un morceau qui avait été pas du tout joué, qui faisait pas partie des setlists de Crowbar, qui était pas un single, qui est sur un album qui est reconnu comme étant un des meilleurs albums de Crowbar. Vraiment un truc obscur. Mais se trouve que le morceau Repulsive in its Splendid Beauty a, à un moment, Ouais. une fois, une ligne de texte où on entend Kirk Windstein dire Destroyed by something real. Donc voilà, détruit par quelque chose de vrai, de réel. Quoi. Et en fait, cette phrase a été reprise sur plein de TikTok. Alors, c'est une source que je tiens d'une vidéo du Doom Dad, qui est un YouTuber français spécialisé dans Doom, qui s'y connaît super bien, hein, et qui se connaît d'ailleurs très bien en métal et en musique de manière générale. Et qui, donc, du coup, soulignait le truc. Et en fait, il paraît que c'est d'abord parti des mecs qui font du coup des exercices en salle, tu vois, qui soulèvent de la fonte. Mais ça a été repris par plein de gens, des gens qui se filmaient du coup en train de reprendre cette ligne de texte. Et bah, en fait, les jeunes, voilà, il y a toute une génération qui vient de découvrir Crowbar et particulièrement la voix de Kirk Windstein, les gros riffs plombés, et ça marche. C'est un truc complètement ouf. Il y a eu un vrai phénomène, et pas juste sur ce morceau ou cet extrait-là, mais sur la discographie de Crowbar. C'est-à-dire que c'est un groupe qui, donc 21 ans après la sortie de l'album dont était sorti ce morceau, qui est quand même un morceau, enfin, pas une phase B, mais qui est un morceau obscur de la discographie du groupe, ben, 21 ans plus tard, ce morceau propulse Crowbar et les fait passer, alors paraît-il, de 8 000 écoutes par mois sur Spotify à 1 million. Ouh, Donc, ça c'est du chiffre. voilà, peut pas faire mieux pour eux. Les mecs, du coup, C'est clair. Weinstein est vachement présent maintenant sur les réseaux sociaux, il fait plein de vidéos, il en profite. Et surtout, il y a du monde au concert. C'est-à-dire que c'est pas juste du streaming, c'est vraiment un vrai succès dû vraiment à enfin, ce phénomène autour de même pas ce morceau, quoi, cet extrait, quoi. Et là, du coup, en fait, le morceau qui était le morceau culte de Crowbar, qui était Planets Collide, qui est le premier vrai morceau sur l'album dont on va parler ce soir, Oz Rest, c'était donc le morceau culte. Et ben ce morceau culte est devenu maintenant le quatrième morceau le plus écouté. Et en revanche, voilà, ça a tout renversé, quoi. Du coup, maintenant les gens connaissent plus Crowbar pour un morceau un peu plus obscur qui était encore obscur jusqu'à bah voilà, début d'année, quoi. Et voilà, maintenant c'est un groupe culte pour ça. Alors
On peut du coup se poser la question de manière légitime de savoir: «Hey, comment ça s'est passé?» Bah, effectivement, c'est un peu compliqué à dire. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que comme c'est un groupe, culte, mais qui mine de rien a beaucoup de passifs et puis je pense, bah, voilà, ils vivent quand même de leur musique, tu vois? Avec un niveau léger, tu vois? Je pense que ça a galéré pendant Ouais, longtemps, mais ils réussissent quand même à avoir un bon essor. Ils sont sur un label qui est assez gros, en fait, et qui paye pas de mine parce que du coup, c'est pas un truc que beaucoup de gens connaissent. C Le label sur lequel Crowbar est signé, c'est un label qui s'appelle MNRK AV, et donc en fait, c'est un label entre guillemets «indépendant», mais alors vraiment entre guillemets. Parce que à la base, ça s'appelait Koch Records, puis après ça s'est appelé E1 Music et en fait, par un jeu d'échange et de rachat, ils sont du coup, devenus MNRK et donc du coup, eux, ils sont, sous la branche Heavy de MNRK avec, voilà, des artistes de chez Prosthetic Records, par exemple, donc voilà, le catalogue de Lamb of God et sur ce label. Mais MNRK, ça reste quand même le label de Britney Spears, de Marcus Miller et du Wu-Tang. Donc la part il y a voilà, donc large la là. partie heavy et pas forcément de groupe massif. En revanche, la partie, donc MNRK, qui du coup pas du tout connue maintenant, hein, voilà, personne connaîtrait l'identité de ce truc. Ben, du coup, dessus, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'artistes très connus, et il y a pas mal de rappeurs indépendants d'ailleurs, sur ce label, il y a Benny the Butcher, Devin the Dude, des gens comme ça en fait qui sont sur MNRK en fait donc mine de rien, Crowbar, c'est quand même un groupe qui est associé à une structure quand même avec pas mal de ressources et ça peut expliquer aussi pourquoi à un moment ou à un autre si, quelqu'un à un moment il y a s'il y a eu une vidéo TikTok qui commençait à booster un peu avec, cet extrait de morceau, peut-être que par le jeu du coup des investissements TikTok, du coup, le label a dit genre: «Bon bah attendez, on n'a rien à perdre de toute façon, ce groupe-là, il marche correct, mais si on peut lui faire gagner un peu de notoriété, pourquoi pas?» Et peut-être que, c'est comme ça que ça a explosé. En tout cas, les gens vont quand même au concert, hein. C'est quand même c'est pas juste un effet, streaming. Il y a une véritable notoriété grandissante de Crowbar actuellement, ce qui est complètement inattendu, hem et qui pour moi, à la base, était un peu enfin, je me suis demandé si elle était pas liée à la présence de Samy Duet, en fait, dans le groupe. Puisque, du coup, pour cet album-là, il y avait un mec de Acid Bath et donc je me suis dit genre, bah, Acid Bath, les gens ont peut-être commencé à regarder qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Mais bon, j'ai l'impression que ça reste quand même assez séparé, d'autant plus que, bah, le morceau qui est populaire, c'est pas un morceau où il y a duet dessus, je crois, dans ma connaissance et et puis, bah, ça a vraisemblablement rien à voir quoi, c'est pas du tout le même délire. Donc Crowbar, un groupe qu'il faut découvrir, redécouvrir et c'est pour ça que j'ai choisi, en fait, de ne pas parler, en fait, du disque que tout le monde découvre en ce moment, hein, qui est, pour le coup, qui est devenu l'album culte de Crowbar, hein. Je regarde les trucs les plus écoutés, c'est vraiment cet album-là que j'avais jamais entendu parler avant, qui est sorti d'ailleurs 2 ans a enfin, qui est de un album qui est sorti c'est 2 albums après celui-là, 2 après, Odd Fellows Rest. Mais je préférais parler du l'album que je connais le mieux, qui est donc du coup Odd Fellows Rest, qui est, je trouve encore un album, exceptionnel et qui est l'album avec le gros single du groupe, donc Planets Collide. Ouais. Alors, on va donc parler de ça, mais du coup, est-ce que toi tu connaissais Crowbar déjà? Alors clairement, non. Je ne savais même pas la hype à laquelle ils avaient eu droit. Donc tu vois, c'est dire à quel point, je les connaissais pas. Hem, Par contre, c'est vraiment je devais être vraiment dans l'humeur parfaite pour écouter cet album, quand je l'ai écouté parce que vraiment, il m'a scotché, il m'a fasciné. Alors, il y a un truc sur lequel je voudrais revenir sur ce que tu as dit, c'est que alors, tu dis qu'ils sont de la Nouvelle-Orléans, OK, qu'ils sortent du Bayou, OK, mais ils ont pas d'accent, donc j'ai du là, je vois pas trop comment tu le vois. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est du Pantera propre. Ça m'a déjà immédiatement l'association avec Pantera, je l'avais aussi et surtout le propre. J'adore sa voix qui a du grain, mais qui est pas fracassée justement, qui est ultra maîtrisée. Je trouve qu'elle est incroyable la voix du chanteur de Crowbar. C'est vraiment, je trouve que c'est la plus grande force Oui, on de est bien Crowbar, c'est d'accord. sa Enfin voix à après lui, quoi. le riffing, c'est ses riffs, hein, de toute façon c'est son groupe, hein, Crowbar c'est Kurt Weinstein, tout simplement, hein. La plupart des morceaux c'est lui, Ouais, non, oui. après il y a d'autres gens qui collaborent quand même dedans, mais c'est son groupe et c'est sa voix, quoi, on est bien d'accord. Ouais, ouais, non, mais et ce qui me fascine, c'est,
c'est vraiment, le ton quoi, c'est cette capacité, cette modulation qu'il va faire pourtant alors qu'il a un chant qui est quand même presque crié constamment, enfin il module super bien dans, Meteor's Internal War, il y a vraiment il démarre des phrases en chant pour finir en cri, enfin c'est hallucinant la maîtrise qu'il a, de sa voix. C'est, vraiment ça m'a fasciné et du coup je me suis laissé happer par l'album et c'est vrai que enfin c'est impressionnant Oui, quoi, oui. c'est hyper impressionnant de cette ce côté, hardcore, enfin, tu dis sludge metal, c'est ouais, ouais, sludge metal, mais tellement plus fin, tellement plus ciselé, tellement plus travaillé, quoi. Moi, super découverte. Alors, par contre, j'ai pas eu le temps d'écouter les autres et vu ce que tu me dis, bah, du coup, Ah ben non, j'hésite tu un seras peu pas à déçu, hein, l'écouter. ah non, Heu, non, du tout. non, non? Ah OK, Ah non, non, j'ai cru que non, tu étais un peu pas sur le non, reculoir non, par non, rapport avec les ah albums non, plus ce que j'ai récents. entendu, c'est tout à fait pareil, hein, c'est toujours aussi efficace, non, il y a vraiment pas de OK, problème, hein. Crowbar, je pense qu'ils ont une discographie qui est tout à fait solide, hein. Moi, j'ai juste arrêté d'écouter vraiment, de suivre constamment le groupe, en fait, à partir de alors je regarde la discographie pour avoir le nom exact, de l'album. Moi, le dernier que j'ai acheté, c'était Life's Blood from the Downtrodden, donc de 2005. Hem ouais, mais ce que j'ai écouté de l'album qui est après, donc Sever the Wicked Hand, bah, c'est tout à fait cool, hein, 2011 et en fait, non, mmh, ils ont toujours ouais, sorti des trucs tout à fait corrects, hein. Il y a pas de déperdition. C'est OK, un groupe qui, d'un point de vue stylistique, en fait, depuis, en fait, des à partir de Oz Fellows Rage, je pense que ils trouvent leur ce qui leur correspond le mieux et à partir de là, ça roule, quoi. Ça reste quand même dans la même tendance et je pense que tous les albums après sont pas forcément tous aussi, mortels, tu vois? Mais il y aura toujours un lot ouais, de très bons morceaux, en fait, dans le lot, hein. J'ai juste pas vraiment entendu parler OK. de par la suite d'albums de Crowbar qui étaient incroyables, tu vois? Mais, là, Explode from Downtrodden, j'en ai gardé un très bon souvenir, tu vois? C'est juste que je l'ai pas trop réécouté depuis. Mais ça reste quand même, un disque, enfin et puis un groupe, de toute façon qui était toujours solide en live, hein. Le seul truc que j'avais trouvé un peu ennuyeux avec Crowbar quand je les avais vus 1 2 fois en concert, c'est que la première fois, Kurt Wildstein fait son intro en disant genre, «Bon, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes de gros crobards. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on vous botter le cul.» Et donc tu la vois première fois, tu fais genre: «Ah, Ouais. c'est rigolo». Puis tu les revois genre 2 2 ans plus tard et le mec fait exactement la même chose. C'est genre: «Bon, OK. Mmh. Je veux bien que tu tournes pas beaucoup en Europe, mais Mais bon, quand même, quoi». Voilà, alors je pense que c'est leur même truc, enfin, quoi. j'espère que depuis, il fait pas tout le temps la même chose. Mais c'était le seul problème parce que globalement, enfin, ça joue méga bien en live, c'est super solide. Weinstein, il a exactement la même voix en studio qu'en live, hein. Il y a pas de perte, quoi. C'est du Ouais, gravier, le ouais. mec, hein. C'est comme si tu faisais couler du ciment, quoi, sur le micro. C'est genre, ah oui, Ouais, mais du c'est bon ciment, tu vois? c'est Du du très ciment bon bien ciment. fait et c'est ça, il y a pas de Non, grumeaux, il y a rien, ça gratte juste comme il faut, parfaitement tout à fait. uniformément, parfaitement maîtrisé, enfin, là, on va arrêter l'allégorie là-dessus, mais c'est vrai que c'est vraiment un truc après, ouais, en termes de pure, direction artistique, ils sont pas alors il y a pas de enfin, c'est vraiment le Pantera, 1.5, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est Pantera avec ce petit truc en plus, un côté un poil plus ciselé, un poil plus, hem, un peu plus d'architecture dans les morceaux, moins brut. Alors on aime, hein, moi j'aime je faut pas déconner, hein, quand c'est brut, mais et c'est vrai que c'est assez étonnant parce que, à la première écoute, à chaque fois je me dis: «Eh, ils vont aller un peu plus fort, ils vont être un peu plus durail, ils vont un peu plus un peu plus grunge», enfin tu vois, grattons. Non et au final c'est ce qui rend la force de l'album, c'est cette qualité, cette constance et finalement d'être toujours sur ce petit angle, de t'offrir toujours un truc qui t'accroche Oui, l'oreille, qui te la c'est garde très bien écrit, attentive au hein. C'est morceau juste quoi. moins en fait, Heu, c'est moins bêta, je trouve, ouais. au niveau des paroles et dans le rendu émotionnel. Je trouve Anselmo, Alors globalement, il se plaint beaucoup, ouais. mais il se plaint beaucoup en faisant le mec blessé, mais qui s'exprime mal, en fait, qui arrive pas à exprimer véritablement ses émotions, alors que Weinstein, c'est à ça qu'on doit d'ailleurs, tout le charme du groupe et du disque, hein. C'est que, Mmh. c'est un type qui s'exprime comme un bonhomme qui a du mal à exprimer ses émotions, mais qui arrive quand même à placer quelque chose de fort et de sincère, en fait. C'est vraiment ça, enfin, Ouais.
Je vais revenir un peu d'ailleurs sur les paroles et sur les morceaux de manière individuelle, hein, parce que je pense qu'il y a quelque chose à dire sur absolument tout. Mais, tu vois vraiment, si tu regardes en fait la progression du groupe dès le début, sur la manière dont les morceaux sont écrits, la production, il y a une véritable évolution sur la manière dont, Weinstein compose et sur la manière dont, sa voix évolue et en fait, tu sens que plus ça avance en fait, plus il s'ouvre en fait, plus il arrive à exprimer quelque chose et sur Oddfellows Rest, il y a vraiment un moment où c'est genre: «Ah ça y est, je peux m'ouvrir véritablement» et il y a une part de sensibilité en fait, une certaine part de fragilité, je trouve qu'on retrouve dans Oddfellows Rest, qui est très bien mariée au fait que, il y a du riff plombé à tous les étages, hem que des fois ça accélère un petit peu, mais globalement ça reste quand même un disque qui, qui arrive toujours à te cueillir avec, comme tu disais, des accroches mélodiques, une construction qui t'amène Ouais. toujours vers quelque chose bah, de touchant. C'est pas juste, de l'accroche, du truc, fait pour juste, t'accrocher l'oreille, c'est toujours quelque chose de profondément, hem, sensible dans la manière dont il s'exprime, même il va aller vers une sorte de forme de simplicité, en fait, quitte à répéter très souvent d'ailleurs, sur la fin des morceaux certaines phrases, en fait, hem, mais, en allant, en fait, dans vraiment ce côté vraiment très direct, il arrive à toucher quelque chose de super efficace. Bah, du coup, on va parler un petit peu des morceaux, je trouve, parce Mmh. que autant Planet Collide, c'est le hit single, je trouve, encore maintenant, hein. L'intro, elle met déjà Ouais. l'intro avec du Moog, déjà, sur le disque, elle met déjà un peu le niveau assez haut. Mais à partir du moment où le riff d'intro de Planet Sky commence à rentrer, enfin, si t'es pas en train de lever le poing et d'applaudir avec, enfin, je veux dire, je sais pas ce que tu fais, quoi, c'est pas possible. Donc, toutes les lignes de chant sont extrêmement bien foutues et sont toutes doublées d'abord, à la fin de chaque phrase. C'est un truc qu'on retrouve sur tout le disque en fait. La manière qu'il a de poser en solo et en fait, d'avoir à chaque fois sur certaines fins de couplets, d'avoir quelques moments où c'est doublé en fait pour vraiment appuyer certaines phrases. Hem, il y a un son vraiment qui est dès le début de l'album qui est extrêmement bien foutu, le son, je trouve, de la batterie de Jimmy Bower à ce moment-là, dès le début du disque, tu sens elle est assez gonflée, mais il y a vraiment une grosse dose de délai, en fait, qui la rend plus souple, sans perdre en force, en fait, sans rien perdre de la force de la frappe du mec, parce que pour autant, sur les disques précédents, en fait, le gars, généralement, tapait assez fort, mais en fait, ça prenait un peu trop de place, en fait, finalement, dans le mix. Là, il est vraiment bien équilibré et Mmh mh. on arrive avec ce morceau-là, non seulement avec un refrain qui est très bien foutu, mais en fait, ce qui, je trouve, fait tout le charme du morceau, c'est vraiment la conclusion. C'est-à-dire que tu arrives après le 2e refrain, on s'engouffre dans un solo, heu, qui porte ensuite vers la conclusion et dans la conclusion, en fait, une fois que tu arrives au 3e refrain, ça y est, on arrive à la mention du coup du titre du morceau donc il répète «This time it's Ouais. real», donc que je trouve un des moments, une des lignes de texte, une des meilleures lignes de texte du disque, hein, le «This time it's real». C'est magnifique et donc du coup à la fin tu la répétition du «Maintenant regarde les planètes s'entrechoquer». C'est vraiment un morceau qui place tout de suite d'emblée le niveau, qui dit tout de suite genre: «OK, voilà la direction dans laquelle on se dirige et si vous aimez pas ça, cassez-vous», mais alors c'est pas un énorme changement pour Crowbar, hein, pour le coup, quand tu le compares au disque précédent, c'est pas un énorme choc, mais tu te diriges vers un disque déjà beaucoup mieux pensé et avec une écriture qui est, voilà, déjà d'emblée, tu places l'écriture à un niveau supérieur. D'autant plus que ce qui est très intéressant aussi et qui fait toute la force du disque, c'est que tous les morceaux s'enchaînent vraiment très bien. Genre la conclusion de Planet Skull Live vraiment amène très bien à And Suffer As One et c'est d'ailleurs sans aucune surprise quand tu regardes les stats d'écoute actuellement, la plupart des gens écoutent Planet Skull Live et juste en dessous, le titre le plus écouté, c'est And Suffer As One, quoi. Les gens font généralement l'enchaînement des 2. Hem
parce que c'est cohérent. C'est un morceau qui est beaucoup plus brut par rapport à Planets Collide, mais c'est un morceau en plus avec des paroles vraiment efficaces sur la question de l'alcoolisme. D'ailleurs, pour le coup, Weinstein est un peu évasif sur la question, mais il est resté finalement, malgré le fait que les paroles de "So Far As One" pourraient laisser penser à un titre où il prend tellement conscience de son alcoolisme qu'il pourrait tenter d'arrêter du coup de boire, hein. Pour le coup, And So Far As One, si tu regardes que les textes, tu pourrais croire que c'est un morceau de straight edge, quoi. Mais au final, il est devenu sobre qu'en 2013, donc il y a quand même au moins 15 ans entre cet album et sa décision d'arrêter totalement de boire. Donc mine de rien, t'as beau être capable de mettre les mots sur ton problème, des fois c'est pas évident d'arriver. Donc pour le Ah coup, oui. c'est un morceau qui reste aussi, je pense, assez évocateur pour pas mal de monde, hein. Pour le coup, l'alcoolisme, c'est un problème assez récurrent, donc très, très bon morceau et beaucoup plus brut qu'un Planets Collide, mais avec vraiment des paroles nickel. Tu mentionnais après A Thousand Years, The Internal War, qui a une intro vraiment Ouais. avec une cohésion riff batterie jusqu'au début qui est vraiment parfaite. Hem Tu jamais l'impression, en fait, d'entendre un groupe trop dans une version studio, en fait. C'est aussi ça qui fait je trouve le charme de ce disque, c'est que t'as l'impression d'entendre un groupe de live, en fait. Ouais, c'est vrai. Je trouve le charme de cette intro-là, en fait, c'est que la batterie est pas nécessairement aussi calée que ça, en fait. Elle pourrait être plus calée que ça sur le riff, mais elle est un minimum en décalage. Et ça donne vraiment l'impression de voir d'avoir vraiment une prestation live. Alors une prestation live vraiment méga calibrée, mais tu pas l'impression d'être face à une grosse machine de guerre qui est juste genre, tac quoi. Il y a plus, tu un côté encore très, très humain. La voix de semi-duet en fait, apparaît sur ce morceau-là. Donc il a cette petite voix un peu démoniaque qui apparaît, à la fin des couplets comme un démon prêt à sortir. C'est d'ailleurs une des seules fois d'ailleurs sur le disque qui a une voix un peu comme ça, hein. La plupart du temps, ça reste quand même, comme tu disais, hein, la voix de Windstein qui domine et puis le côté très mélodique. Hem, mais je trouve que c'est un Ouais. morceau justement où tu sens aussi que par l'usage de la voix de duet, en fait, ils arrivent à toujours trouver un côté un peu, la manière de retranscrire la thématique des paroles, en fait, dans l'exécution des morceaux. Je trouve que c'est une vraiment une très, très force du disque, c'est que les paroles sont bien liées à la manière dont les morceaux sont composés et Ouais, ça joue beaucoup justement sur c'est en ça que je dis que c'était ciselé, c'est la construction riff, batterie, voix et c'est vraiment c'est ah, génial quoi. c'est Enfin, je suis peut-être un peu trop non, enthousiaste, mais vraiment c'est vraiment très, très bien. Il y a c'est pas, c'est vraiment on très peut être bien. totalement enthousiaste sur cet album de Crowbar et je pense qu'il y a personne t'en voudra d'être trop enthousiaste. Surtout que bon, ah, voilà, le morceau après c'est To Carry the Load qui a genre un final genre juste monstrueux, hem, et d'ailleurs, un final presque un peu beatdown puisque le morceau donc du coup, qui porte le nom de porter du coup, de porter un poids, c'est un des morceaux les plus lourds du disque. Il y a, l'impression aussi du coup un effet de voix, un effet sur la voix de Weinstein aussi qui donne l'impression qu'il est en train de se noyer. Donc du coup qui correspond bien à refléter la thématique des paroles et puis le titre quoi, genre le fait de crouler sous le poids. Mais quand tu arrives à la fin, en fait, du morceau, il y a cet effet extrêmement bien foutu, en fait, d'annoncer un riff méga lourd et puis de repasser au second plan. Toi, tu genre tom tom Ouais. tadadam tom, tom 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 tadada et puis après, ils repassent sur une autre mélodie, puis ils reviennent sur le riff lourd, ils le jouent un peu plus longtemps, puis ils reviennent sur la mélodie pour au final revenir enfin et jouer en intégralité le riff le plus lourd. C'est extrêmement bien pensé. C'est le genre de truc où tu fais genre: «Ah ouais, vous avez vraiment réfléchi exactement à comment ça allait passer en live et comment, faire en sorte que les gens pètent un plomb, en fait». Parce que t'aurais juste mis ce riff, à la fin, ça fait juste un truc de metalcore, tout basique. Alors que là, t'as vraiment l'annonciation, puis très doucement tu arrives et avec la thématique des paroles et puis surtout la voix de Weinstein, t'as vraiment un côté
écrasant que dans le disque et dans le morceau. C'est d'ailleurs, aussi un des morceaux les plus populaires, hein, pour le coup, hem et alors du coup, on arrive ensuite après à Descender Spawn, hein, je désolé, je vais vraiment tous les faire parce que il y a pas de souci. Qui est un truc avec un que ze qui est le morceau qui a le plus, côté un peu sudiste, un petit peu genre Ouais, côté un peu plus country blues du disque, qui est moi je trouve un des meilleurs morceaux, hein. D'ailleurs, je suis très surpris que ce soit pas peut-être que le groupe ait jamais explosé avec des morceaux comme ça, tu vois? Avec des Sunburst Spawn, parce que le refrain est super mémorable. Il y a un côté justement très glacial en fait, qui se reflète dans autant dans les paroles que la voix, la progression lente, c'est vraiment extrêmement bien foutu. Hem Tu as l'accélération vers la fin pour donner un final qui descend de manière beaucoup plus vertigineuse vers le morceau suivant, donc qui est aussi It's All in Gravity, qui a aussi un refrain super mémorable, et qui est d'ailleurs commencé par espèce de décompte, à la batterie, qui donne un côté un petit peu bourré, un côté un peu bourre-pif, et un côté un peu genre: «On va vous casser la gueule», quoi, qui est très, très bien branlé. Hem, Beyond the Black Horizon, donc qui est le morceau d'après, donc qui est le seul morceau qu'il a écrit avec Sammy Duet, qui est, avec une introduction qui est chantée avec une voix vraiment très douce, d'ailleurs par rapport au reste du disque, et qui est, aussi au duo en fait avec Weinstein un peu plus que sur le reste du disque, et qui est au final beaucoup plus atmosphérique, qui donne un côté un peu plus, qui accentue un peu plus le côté bayou en fait, de tout le disque. Tu as une ouais. espèce de Larsen un peu caché, dissimulé dans certains couplets qui donnent l'impression d'être des serpents prêts à attaquer. C'est vraiment très bien foutu. Newman Born, qui est juste après, c'est le morceau de la Cowbell, qui est beaucoup plus mélancolique que le reste. Et on arrive après sur l'enchaînement, alors Scatter Pieces by, c'est un morceau, ouais, Moi, tu c'est un peux morceau voir. de transition entre, ouais, qui amène sur le triptyque de fin avec All for Rest, Unfrozen Ground et surtout Remember Tomorrow. Pour moi, je vois une structure sur les 3 derniers avec le point d'orgue qui est Remember Tomorrow. Alors Après c'est Scattered marrant, PSY, parce que Remember Tomorrow, c'est un, morceau Scattered bonus, et c'est une reprise de Maiden. ah ouais? Ah bah ah bah oui, je suis con, bah voilà pourquoi je le connaissais celui-là déjà. Oh putain! Ouais, non mais loser quoi, Donc ouais, Scatter putain. Pieces by pour moi, c'est vraiment, enfin moi, l'enchaînement du disque pour moi, c'est effectivement ça commence par Scatter Pieces by, ensuite Odd Fellows Rest et après Unfrozen Ground, et je décroche toujours un petit peu après, Remember Tomorrow, parce que c'est une reprise pas mal foutue, mais c'est un vieux morceau de Maiden. C'est genre le deuxième morceau du premier album de Maiden, donc qui est encore la période avec Paul Di'Anno, Ouais, et tu le côté genre, on fait un passage Black Sabbath et ensuite on enchaîne sur du Led Zeppelin, et autant les parties, Sabbath, en fait, de ce morceau fonctionnent très bien parce que voilà, Crowbar, ça leur convient très bien. Quand ça passe, c'est des trucs un peu plus Zeppelin. En fait, c'est là où ça sonne moins comme eux, en fait. Ça sonne trop comme du Led Zeppelin, et je trouve toujours que ouais, je trouve que sur ces ouais, passages-là, c'est les passages justement, ils ont pas réussi à enfin, comment dire? Ces accaparer, à les rendre, voilà, à les faire ressembler à eux, et du coup, ça sonne un peu kitschoun, en fait, quand eux, ils le font, surtout par rapport au reste du disque. mais je trouvais justement que ça Ouais. faisait une super conclusion au disque, c'est marrant ça, moi au contraire, je trouvais que ça tombait, c'était exactement comme une façon de dire, on vous en met une couche, mais eh, on vous offre une petite variation pour finir comme quoi, on peut faire un chouïa, on peut ouvrir un tout petit peu plus notre style, tu vois? Et justement après Frozen Ground qui est quand même, enfin qui Ah est quand bah, même très pour moi, lourd, enfin déjà, qui c'est est, la conclusion naturelle du disque, et en plus, ça ouais, reprend le riff de l'intro. C'est-à-dire que Unfrozen Ground, pour moi, c'est un des morceaux que j'aime beaucoup, mais en même temps que je trouve toujours un peu frustrant, parce que je préférerais que le morceau progresse un peu plus et qu'ensuite on ait une outro qui reprenne le riff de départ, alors que finalement, c'est un morceau qui s'interrompt assez vite, en ouais. fait, pour ensuite enchaîner sur le riff d'intro, et donc du coup conclure le disque, faire un effet de boucle, quoi, et bah, ça fonctionne bien, hein, Ah mais pour ouais, le coup, c'est le petit moment frustrant. Après, quand ça arrive sur le riff de départ, c'est pas, c'est pas si gênant que ça, parce que c'est tellement un bon riff que finalement, t'es plutôt content de le réentendre, quoi.
sur les premiers écoutes, ça c'est toujours C'est clair. un petit effet de surprise de dire genre: «Ah putain, ils reviennent sur ça», genre: «Ah cool». Bon après, ce n'est qu'un au revoir, mais c'est pas un mauvais au revoir. Hem, le morceau d'après de Ah! précédent en plus, Oddfellows Rest, qui est le morceau titre, qui a un côté très, Planet Caravan. Donc, c'est un morceau de Black Caravan, c'est un morceau de Sabbath, en fait, sur Masters of Reality, donc album de 71 et pour moi, Bah, ouais, tu vois ça ouais, et c'est pour ça que je trouve que tu comprends du coup comment moi je voyais ça comme une espèce d'articulation des 3. c'est Tu as vrai, un côté Sabbath dans Unfair Rest, Unfrozen Ground est plus hardcore, plus classique et Remember Tomorrow fait une espèce de c'est enfin la vrai. reprise de Madonna du coup leur fait un faux mix des 2 et moi je trouvais que ça matchait bien et c'était vraiment une façon de dire, on sait on sait tout faire. Tu es pas obligé de tout aimer puisqu'on te le met à la fin, Mmh, mais on sait tout ça faire c'est quoi. juste. Ouais, Il y avait ça un c'est juste. côté, Moi on je maîtrise. crois que je sais plus si je faudrait que je retrouve ma version CD, mais je me demande si en fait Remember Tomorrow est sur ma version CD en fait. Donc, je n'ai pas forcément, Ah, ce serait écouté, intéressant tout ça. souvent en fait. Pour moi vraiment le disque s'interrompait, à Frozen Ground et puis après voilà, j'avais pas nécessairement autre chose en fait. Hem Donc du coup, ouais, j'étais pas forcément habitué à avoir, Remember Tomorrow, mais je me trompe peut-être, hein, peut-être qu'elle était sur le CD, juste que j'interrompais des fois avant. En tout cas, le morceau de Philosopher's Dust, c'est vraiment le moment, en fait, où tu entends quand même plus les mélodies que fait, Weinstein dans Down. Pour le coup, le côté Ouais. certains phrasés à la guitare qui sont beaucoup plus proches de ce qu'il fait dans Down. Ce qui d'ailleurs, pour les gens qui écoutent Down, mais qui n'ont pas forcément écouté, Crowbar, si vous voulez jamais, identifier la contribution de Weinstein, bah, pour le coup, c'en est une bonne manière de le faire, juste en écoutant bien ce morceau, parce que pour le coup, on retrouve vraiment son style. D'ailleurs depuis, Down, ça reste quand même assez actif, donc il enchaîne en fait, tout, hein, il fait autant Crowbar que Down, non, que autant Crowbar que Down, parce qu'il a un autre projet, mais enfin, il y a même 2 autres projets. Il a un projet solo qui sort sous son seul nom et il a un autre groupe, qui n'a sorti que 2 disques, mais qui va du coup me permettre de parler d'un autre, aspect de Crowbar qui est assez marrant. C'est qu'en fait, Crowbar en fait enfin globalement, pour une partie de la scène hardcore américaine, c'est un groupe de hardcore, comment dire? C'est un groupe qui est associé qui est pas associé au milieu hardcore, mais en tout cas que les fans de hardcore aiment beaucoup. C'est ce qui est un peu surprenant parce que pour le coup, c'est vraiment un groupe de métal et en fait, il a alors déjà le groupe a ses racines dans le milieu hardcore et la toute première version, la toute première mouture quand, Weinstein est arrivé, en fait, il a intégré un groupe qui était un groupe de hardcore qui s'est après, séparé et puis ensuite ils ont changé de nom plein de fois et puis ils sont arrivés à faire, Crowbar. Mais, OK, il y a, un lien avec le hardcore, mais, c'est un groupe qui, par le biais du podcast Hardlore, donc qui est un podcast qui est plus trop en activité en ce moment, mais qui est, donc, qui a fait souvent beaucoup fait de listes à classer tu vois, à mettre, à décider quel était le groupe le plus important des années 90 ou des trucs comme ça et ils ont fait un top sur, quel est le groupe le plus heavy, une tier list des groupes le plus heavy et en quelque sorte et enfin pas une tier list, plutôt un affrontement, tu vois? Genre un bracket, quoi et ils étaient aboutis à la solution que, Crowbar était le groupe le plus lourd. Voilà et donc voilà, c'est des gros fans de Crowbar et donc mine de rien, je pense qu'il y a pas mal de fans de hardcore qui ont découvert, Crowbar, par le biais de ce groupe. Mais au-delà de ça, bah, il y a 2 autres trucs qui rattachent le groupe au hardcore. D'une, le fait qu'il ait un projet, enfin Weinstein ait un projet avec, Jamie Ajasta, donc de Hatebreed, qui est le chanteur et compositeur de Hatebreed. Ils ont formé un groupe qui a sorti 2 disques qui s'appelle Kingdom of Sorrow et qui a un album éponyme et un disque qui s'appelle Beyond the Blackest Tears, qui sont tous les 2 sortis sur Relapse Records, donc en 2008 et 2010 et en fait, qui sonne exactement comme tu peux attendre. C'est-à-dire que c'est du crowbar avec la voix du chanteur de Hatebreed dessus, quoi et c'est plutôt Ouais. sympa. C'est pas incroyable, mais ça fonctionne bien et un autre élément qui fait que je me suis toujours demandé pourquoi Crowbar j'avais jamais explosé avant, c'est que, il y a un groupe, alors c'est un groupe qui est pas méga connu, mais qui a une certaine notoriété, qui s'appelle Malevolence, qui est un groupe de metalcore anglais, alors qui est originaire du South Yorkshire et c'est un groupe que moi quand je l'ai découvert, j'étais vraiment choqué à quel point en fait, hein, le chanteur-guitariste fait une imitation parfaite de Kurt Weinstein.
Et ça, c'est un truc, j'ai jamais compris comment, hem, enfin, pourquoi j'ai jamais vu plus de t-shirts Crowbar, parce que j'ai vu une ou 2 fois, Malevolence malgré moi en concert, tu vois? Je suis vraiment pas fan. Mais je me suis toujours fait la réflexion de se dire genre: «Putain, mais il y a pas de fans de Crowbar là? Vous faites pas des dédicaces à Crowbar en concert pour, genre, en reconnaître un petit peu?» parce que c'est vraiment une imitation pour le coup. Enfin, c'est pas mal fait, mais le mec sonne exactement comme Kurt Wildstein, quoi. C'est pas un truc comme tu dis dire genre c'est: «Oh, c'est une coïncidence», genre, bah non, le mec il fait des riffs à chaque fois que le mec chante, il fait des riffs à la Crowbar et il chante comme ça, quoi. Donc c'est pas un hasard, quoi. Et curieusement, en fait, c'est un groupe qui, Crowbar, qui jusqu'à présent, en fait, a toujours échappé au succès, malgré le fait que du coup, tu plein de musiciens qui sont influencés par ce qu'ils font, plein de gens qui les référencent, plein de gens de différents milieux qui veulent bosser avec Weinstein, dont on sait le mot par exemple, ou Jamie Jasta. C'est vraiment un mec qui est reconnu par ses pairs comme étant enfin un gros nom, quoi. Même dans la scène hardcore en elle-même, il y a vraiment beaucoup de musiciens qui référencent Crowbar. Je trouve que Killswitch Engage, par exemple, c'est un groupe qui référence Crowbar, et pour le coup, le bassiste de Killswitch, qui est aussi le graphiste et un des compositeurs du groupe, est un fan avoué de Crowbar, et il avait même contacté le groupe pour faire la pochette du coup de l'album de 2013. Donc c'est vraiment, enfin il y a plein de gens dans le milieu qui sont super fans de ce groupe. Et il a fallu attendre du coup 2026 pour que, un extrait d'un morceau obscur, nous révèle, le succès de Crowbar. Donc les fasse arriver à un succès, alors pas forcément pop, mais quand même assez monstrueux. Donc voilà, grosse surprise, et reco du soir. Bah, ouais. Vois-tu quelque chose d'autre à ajouter? Non! Donc on va pouvoir passer à ma reco à moi, qui est un peu comme la semaine passée, un retour un peu en arrière, mais avec cette fois-ci un peu une évolution, puisque je vais vous proposer en reco l'album Location Lost de Failure. Alors oui, Failure, et tu as bien fait de me le rappeler, on en avait déjà parlé dans l'épisode 29, mais pour un autre album, et c'est toi qui l'avais proposé, c'était Fantastic Planet de 1996. L'album dont moi je vais vous parler, il est actuellement, il est là, il est tout beau, il est tout chaud, il est de 2026. Pourquoi revenir, ou reparler de cet artiste spécifiquement? Bien, parce qu'à l'époque j'avais trouvé ça bien, j'avais été intéressé, mais bon, bien quoi, mais on va dire sans plus, on va dire j'avais finalement pas été retourné écouter spécialement Failure, et la vie est passée, les années ont passé, et là, la Failure est arrivée, a proposé cet album, c'est toi qui m'as fait remarquer qu'ils en avaient sorti un nouveau, et je l'ai écouté et franchement, je trouve par rapport à l'album de 96, alors évidemment il s'est passé 10 ans, Il s'est passé 20 ans, heu, mec, il s'est même passé que 30 ans. l'album que 20 ans pardon, Oui. 20 ans pardon, 30 ans 96 ça fait 30 ans, et bah, je suis bien plus sensible à ce qu'ils proposent là que à leur album de 96. Je trouve qu'il y a quelque chose dans la composition et dans leur travail sur la musique qui est 1000 fois plus intéressante. Heu, tu avais noté dans nos échanges et dans ce que tu m'as passé qu'il y avait une modification dans la thématique qui était liée à l'album qui avait beaucoup changé. C'est que justement là, il y en avait pas vraiment, ou tout au moins pas de déclaré. Il y a peut-être pas de thématique dans le texte, mais je trouve que musicalement, il y a une forme de cohérence qui me semble 1000 fois plus intéressante. Je trouve que l'esthétique qui tend de plus en plus souvent vers de l'acoustique ou des choses très, Des balades, quoi. très, très, ouais, enfin, j'allais dire ambiance ou atmosphérique me parle 1000 fois plus qu'à l'époque de Planète, De Fantastic Planet. alors je vais pas dire de bêtises, de Fantastic Planet, voilà. J'avais plus le titre complet qui me revenait. Heu et du coup, je les trouve incroyablement plus intéressants. Alors peut-être aussi parce qu'au final, maintenant, on a plus ou moins le même âge. Peut-être que leur musique maintenant me parle plus, que ce qu'ils disent me parle plus peut-être. Là, il y a beaucoup de problèmes Heu, de santé, je ne sais pas. autour de des paroles Alors du disque, donc du coup, l'âge aussi, ouais, hein,
C'est plus l'âge, le côté âge ou le côté absence, tu vois? Il y a des choses qui commencent à jouer là-dessus, je trouve, qui sont très parlants et du coup, heu, je trouve qu'il y a une forme d'émotion qui est extrêmement forte, extrêmement brute et très réussie, dans l'album et qui le rend bien plus fascinant et bien plus intéressant que les précédents. Bien évidemment, c'est une reco de ta part. Enfin, c'est toi qui me l'as rappelé que cet album existait, donc si tu m'en as Oui, parlé, c'est que tu j'avais l'as apprécié. apprécié. Alors, j'avais pas écouté en entier à l'époque, quand, je l'ai mis dans notre chat, hein. Je t'ai juste fait mentionner du morceau, parce que justement, il y avait la chanteuse Ouais, de Paramore dessus, donc Hayley Williams sur un des morceaux, qui est une grosse oui, fan de Failure devant l'éternel et qui du coup, en fait, est intervenue d'ailleurs dans leur documentaire qui est sorti, il y a quelques années, donc qui s'appelle, je veux pas dire de bêtises sur le titre, le titre du documentaire c'est, Every Time You Lose Your Mind, donc qui est d'ailleurs sorti chez Hulu, oui enfin sur Hulu aux États-Unis, hein, mais donc, à ma connaissance, il est et sur du Disney+. coup sur Alors je Disney+ l'ai pas en trouvé en France. streaming sur Disney+, Ouais, mais, aux Pays-Bas en tout cas, alors peut-être qu'il est disponible en France. En tout moi c'est des accords locaux, ça et tu sais encore mieux que moi ça que ça Ouais, peut changer, effectivement. Donc du coup, bah, et si vous pouvez le regarder, n'hésitez pas. Il avait l'air assez intéressant, parce qu'il y a pas mal d'interviews du coup de musiciens qui témoignent de l'influence de Failure et tout, dont le chanteur de Tool par exemple, puisque, avec son autre projet, Perfect Circle, ils ont fait une reprise de Failure, de The Nurse Who Loved Me de Failure. Et puis donc Hayley Williams qui parle du coup de son amour pour Failure et qui intervient sur ce disque. Donc je t'avais un peu fait passer parce que je faisais la veille sur les artistes que tu recommandes aussi. Et, ouais, et donc je suis content que ça t'ait plu. Moi, en fait, aux premiers écoutes, j'ai pas tant été convaincu que ça par Transmission Lost. En fait, j'ai pardon, par Location Lost. Au départ, en fait, j'ai du mal à totalement rentrer dedans, ou en tout cas, j'ai trouvé le disque tellement pas nécessairement uniforme, mais en fait, le côté totalement, assez triste, en fait, globalement de tout le disque, m'a un peu laissé sur le côté. Et tu bien fait, en fait, de le recommander, de l'ajouter à ta liste parce que, bah, du coup, bah, je me suis un peu plus, ça m'a donné plus de raisons de revenir dessus et au final, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de très bons morceaux, hein. C'est un album qui fait que 9 titres en plus, par rapport ouais. à Fantastic Planet dont on avait parlé avant, qui faisait genre quoi, 14 morceaux quoi, qui était assez dense quoi. Là, on a vraiment que 9 titres et donc du coup, ils sont vraiment tous super ciselés. J'étais vraiment impressionné en lisant l'interview d'ailleurs que le processus de composition pour eux, c'est toujours de jammer, en fait, et qu'au bout de Ouais, genre d'heures plein d'heures de jam qui sont toutes enregistrées, en fait, Ken Andrews, donc le gratteux chanteur, fait des edits, quoi. Comme il est producteur, il va, choper les idées, et puis il va commencer à composer ses parties de gratte, par-dessus, quoi. Je trouve ça assez fascinant comme processus de composition parce que pour le coup, bah, les parties de batterie et tout, elles sont quand même déjà bien, enfin super pensées, les parties de basse sont aussi extrêmement bien écrites, quoi, et que ça vienne d'un pro, quoi, et que ce soit aussi après identifié par quelqu'un pour, en réécoutant toutes les plages, dire genre: «Ah tiens, ça c'était une vachement bonne idée, bon bah, on va faire un morceau avec ça». Je trouve ça assez fou, quoi. Donc mais d'ailleurs ça me fait penser, quand j'ai lu ça dans tes notes et que tu en parlais donc ce côté-là, j'étais déjà scotché comme toi du process. Hem, c'est tellement enrichissant et en même temps complexe que c'est fascinant. Par contre, je crois que tu les avais vus toi sur scène, oui, je l'ai vu Failure? une fois, ouais, à Londres. Et du coup, la vraie question, c'est quoi la restitution de ces morceaux qui demandent quand même que les instrumentistes soient vraiment Ah oui, non, ultra bons c'est aussi à super nouveau, carré, quoi? hein, Failure en concert, hein. C'est Ouais, donc il y a pas de surprise, ils sont capables de Ah oui, restituer il y a la pas de qualité souci, hein. du, ouais. C'est méga, Non méga mais carré en concert, il y a vraiment pas de problème. Le seul regret que j'avais quand j'avais vu Failure en concert, c'est qu'il y avait pas assez de monde, tu vois? Que j'étais genre: «Ah putain, chier quoi». C'était une petite salle et c'était vraiment pas rempli à fond, quoi. Mais non, non, musicalement, les mecs sont irréprochables, hein, il y a vraiment pas de problème. Ça s'entend vraiment dans la manière dont ils jouent tous ensemble, hein, sur le disque, c'est un groupe où, tout le monde apporte énormément, en fait, et le jeu entre les musiciens, que ce soit par la présence ou même parfois en soustrayant certains instruments est extrêmement, enfin, exemplaire, quoi. C'est vraiment un groupe ouais, tu peux comprendre très facilement en quoi il a inspiré beaucoup de musiciens parce que
c'est pas forcément évident quand tu écoutes les morceaux, quand tu survoles les titres, mais en fait, dès que tu passes plus de temps dessus, en fait, il y a énormément de détails, en fait, très intéressants, sur tous les morceaux et du coup, il y a toujours plein d'idées, quoi. J'étais même très surpris sur certains titres, il y a quelques morceaux qui sonnent presque pas comme du Failure, quoi. Hem, le morceau Someday Soon, par exemple, qui a une intro avec le e-bow, donc une sorte d'archer pour guitare et ça sonne pas du tout comme du Failure normal, quoi. C'est les mecs, ils sont genre, combien d'années là? Ils ont une carrière de plus de 30 ans, 40 ans maintenant et ils arrivent toujours à se réinventer, quoi. Ouais, mais c'est marrant ce côté Someday Sound, je l'avais noté parce que c'est le seul qui a ce côté, on pourrait même tirer méchamment en disant presque vers le pop. C'est, Oui, ouais et paradoxalement, il dans le flow de l'album, il est impec, quoi. Tu vois? Il y a pas c'est ça que je trouve le plus réussi au final dans cet album et ça renvoie à ce que tu disais par rapport à la manière dont ils ont de construire l'album, c'est que c'est à nouveau, on est sur un album qui est ciselé, tu vois? Qui est travaillé, qui est pensé de bout en bout. Alors, qui est assez paradoxalement pour moi est plus difficile comme d'ailleurs tu l'as bien dit, toi ton problème tu disais que tu rentrais moins dedans que Crowbar. Crowbar si t'aimes le style, de toute façon tu rentres dedans, comme je disais, tu as ce que t'attends, tu as ce que t'attends, c'est génial, c'est super bien fait, mais tu sais ce que tu vas avoir. Là, Failure, tout le long de l'album, ils passent leur temps à te surprendre, j'ai l'impression. À chercher le petit truc mais d'une façon non pas en mode, agression à 2 balles ou en mode, je te fais je fais un grand écart. Non, il y a une espèce de construction hyper subtile, de petits moments, hem, de moments qui vont te surprendre. A Way Down qui vient un peu plus tard, qui est quasiment du Daft comme tu le dis. Moi, de j'avais Daft noté Punk, aussi, oui. c'est il y a ouais, ouais, du Daft Punk, pardon. Tu vois, il y a un vrai, et c'est ça, c'est une des raisons pourquoi je préfère 1000 fois cet album à Fantastic Planet. Je le trouve, mais vraiment mieux et comme je dis, après ça fait 30 ans comme tu dis qu'ils sont là, peut-être qu'ils aboutissent eux aussi à une forme créative, à une démarche créative qu'ils maîtrisent et ils arrivent à un point de de qualité, de transfert d'énergie qui fait, que tout Oui, bah, marche oui, bien, quoi. tout simplement, ouais. C'est Enfin, peut-être ils ça se aussi, hein. connaissent vraiment super bien, hein. Les morceaux d'ailleurs qui sont les plus Failure-esque, comme par exemple Solid State, c'est quand même des morceaux qui, même Ouais. s'ils sonnent vraiment typiquement comme des morceaux de Failure, qui sont toujours, toujours originaux, quoi. Ils évoquent d'autres trucs, donc l'intro qui a un petit côté, Stock on You justement comme, donc un de leurs plus gros singles du coup sur Fantastic Planet. Mais, c'est qu'il y a enfin le morceau Silly State reste quand même un truc qui se distingue immédiatement. Tu as pas l'impression d'entendre une ressucée en fait de quelque chose d'autre, quoi. Hem, le Ouais. seul vraiment point, enfin pas de contentieux, mais du disque pour moi, c'est juste le fait que, bah, comme on est sur une thématique uniquement, de voilà la perte, l'âge, qui avance. Mine de rien, c'est pas un album plombant, mais faut vraiment se concentrer un peu sur les paroles et sur, comment le disque est écrit en fait pour se sortir un petit peu, je trouve, d'une impression un peu négative en fait qui est présente, à travers les mélodies du disque. Et c'est en fait quand tu creuses un peu, quand je me suis rendu compte un peu plus de tout ce qui était développé, que, je me suis rendu plus compte que c'était un disque avec beaucoup plus de relief, en fait, et avec beaucoup plus de contenu que ce que j'avais eu comme impression, quoi. Il y a des refrains qui sortent beaucoup plus du lot que d'autres, hein, franchement. Enfin, le morceau Location Lost, justement, enfin le couplet est super bien foutu, mais il est pas nécessairement, immédiatement mémorable, tu vois? Faut vraiment prêter attention à comment tout se développe pour que tu trouves, quelque chose enfin, que tu t'y prêtes attention pour que tu retrouves vraiment les accroches typiques du groupe. Hem, Mmh. qu'est-ce qu'il y a aussi comme morceau? J'étais pas tant accroché aussi au dernier morceau, Moonlight Understands. Ouais, Moonlight Understands, en fait, il se ouais. termine presque trop vite, en fait, pour un dernier morceau. Il Bah, se termine, alors tu dis genre: «Ah mince, on est déjà parti», mais en même temps, vu la thématique de la parole des paroles, en fait, sur ce disque, donc qui donne l'impression d'être un morceau qui parle d'une personne dans un coma ou en état de transe, hem, le fait qu'on arrive à la conclusion, en fait, où la voix les voix disparaissent très rapidement, en fait, finalement, ça correspond bien là au morceau. Donc en soi, le morceau est cohérent,
mais du coup, le disque sonne plus comme une collection de 9 morceaux individuels vraiment parfaits, qui trouvent une certaine cohérence, mais du coup, tu perds un petit peu par l'absence de thématique, tu perds un petit peu une petite outro qui aurait pu peut-être, faire un petit ruban, final pour arriver à une conclusion un peu moins brutale. Heu, c'est pas faux. En plus, je vais rebondir, je suis un peu d'accord pour le coup. C'est la seul petit point un peu, compliqué, mais qui, moi, je lui trouve entre guillemets, «une excuse». C'est que, l'album est quand même une ambiance très, ultra méga mélancolique, globalement, je trouve. Hem, mais il ne fait que 39 minutes et c'est peut-être pas plus mal au final, qu'il se finisse un peu comme ça parce que ça évite peut-être de laisser, sur une étrange sensation en fin d'album, tu vois? De tu dis: «Il vaut mieux arrêter sur "Ah, bah, tu aurais pu faire un peu plus", tu vois? Une micro frustration, mais qui vient rééquilibrer l'hyper mélancolie, globale de l'album parce que, enfin The Air on Fire, enfin il est, tu vois? Typiquement, les pour moi c'est, il démarre d'une manière, c'est super smooth, enfin c'est, la voix se déploie, enfin les voix d'ailleurs se déploient sur celui-là, enfin c'est pour ça je trouve que suis d'accord avec toi et en même temps ça participe finalement à la force de l'album, tant dans la thématique que dans la tonalité. De finir comme ça, je trouve que ça lui permet de finir, tu vois? Là où la théma le l'ambiance était compliquée à boucler simplement, tu Ouais, vois? ouais. Après, c'est une question de séquençage, hein. Par exemple, je suis très surpris que The Rising Skyline avec, Ouais. Hayley Williams, tu vois, ce soit le deuxième morceau. Parce que pour le coup, autant que Crashless Delight, c'est logique parce que c'est comme premier morceau, parce que c'est un morceau très failure avec justement une conclusion à côté. Enfin, tu vraiment tu totalement dans le space rock. Voilà, la conclusion, en plus, et les paroles évoquent un petit peu les mêmes choses que enfin, une partie du film Projet Hail Mary, qui est sorti tout récemment, il y a un côté vraiment très on est dans l'espace, on est isolé, on a perdu tout contact. Et puis, Rising Skyline qui du coup presque interrompt le flow dès le départ, tu vois? Tu dis genre: «Ah tu vas aller on va peut-être pas forcément accélérer, mais avoir un morceau aussi, un peu plus, pas musclé, mais un peu plus rock». Et The Rising Skyline, tu vois, c'est une balade. Tu sais genre bon OK, c'était un peu tôt dans le disque, tu vois? Moi j'aurais Ouais. presque mis le ce morceau-là à la toute fin. Mais en même temps, Mmh, ouais, bah, je crois que j'aurais pas aimé finir là-dessus, honnêtement. Tu vois, par rapport à ce que tu disais justement et par rapport à la construction, alors je suis d'accord avec toi, il arrive peut-être un peu tôt, ouais, mais en même temps, j'aurais pas aimé finir là-dessus. Parce que ça aurait donné, ça aurait fini sur une touche mélancolique, guimauve, enfin, je mets ces gros guillemets, c'est très caricatural comme façon de parler ou comme métaphore, mais ou comme truc, mais tu vois, j'aurais eu ce côté, un duo ouais, homme-femme au niveau des voix, tu vois? Finir sur ça, sur un côté balade, si ça finir l'album qui est hyper mélancolique comme je disais, sur ça, ça aurait eu un côté tellement, alors c'est horrible, ouais, pas OK. prévisible, mais tu vois? Facile, que je préfère finalement cette rupture, cette façon de te frustrer un petit peu, je suis d'accord avec toi à la fin et d'avoir mis finalement ça en 2e, c'est peut-être finalement sa moins mauvaise Ouais. place, pour le coup, dans l'album, tu vois? Je pense qu'il a pas de bonne place Oui, malheureusement ce morceau, même s'il est bien, il sonne vraiment à part, mais ouais, c'est sa moins effectivement. mauvaise place. Hem, Dans une Ouais. interview avec le Hollywood Reporter, il y a, l'intervieweur, en fait, faisait la mention du fait que l'album avait une sonorité très 80s, en fait, une production très, années 80. Hem et je sais pas toi si tu l'as ressenti. Lui, en fait, Andrews, à ce moment-là, quand Mmh, il est interrogé à ce sujet-là, fait genre: «Bah, en fait, c'est pas volontaire, mais effectivement, je vois ce que tu veux dire». Hem, c'est ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand j'ai écouté ce ouais, disque, pour la dernière fois, je l'ai enchaîné avec un album de Stevie Nicks qui est, de 81 et en fait, je voyais assez le lien, en fait, entre les 2. Il y a un côté il y a un lustre, en fait, il est assez lustré, en fait, comme production et c'est vrai qu'il y a un côté un peu années 80 dans ça, hein, pas le côté cliché années 80 qu'on associe généralement avec tout ça, quoi, pas le côté, Carpenter, tu vois? Mais moi on c est ce type de production très ouais, aérienne avec beaucoup d'espace. Je vois à peu près ce qu'il veut dire. ouais, je vois un peu ce vers quoi ils tendent, mais moi j'aurais mis un tout petit peu plus tardif que 80, Ouais, tu bah, vois? après c'est Plutôt eux, début hein. 90, genre, la quali la qualité en moins, tu vois? Genre, toutes les musiques qu'on pouvait avoir, sur certaines Ah bah, séries, c'est l'époque de teenage, tu Failure, hein, vois? pour le coup, hein, c'est 4 les années Ouais, 90, c'est leur truc, hein. bah, ouais, c'est pour ça. C'est, non, mais justement, il y a mais sans le côté, mélancolique, sans le côté intelligent, quoi. Le côté vraiment juste,
pseudo, petit rock, D'accord, OK. qui Smallville quoi, tu vois? Les génériques de les groupes de Smallville quoi, tu vois? Ce genre de truc. J'y pense parce qu'en plus en ce moment, je revois quelques épisodes, bien malgré moi, donc voilà, tu vois? C'est vrai que quand tu le dis d'un seul coup, je vois la liaison, même si par défaut je la fais pas parce que je trouve que c'est beaucoup trop, réussi, trop riche, trop travaillé, trop comme Bah, disait c'est un Sisley, hein, groupe c'est qui trop est beaucoup très trop enfin, réussi, qui est un quoi. groupe des années 90, mais qui, en fait, qui a laissé sa marque sur d'autres, mais au final, qui est la plupart des groupes, en fait, ont soit simplifié, soit, sont partis alors Tool, pour moi, est méga influencé par Failure. Eux sont partis dans des directions vachement différentes, mais en rendant les choses peut-être plus techniques et plus complexes, quoi, mais justement, Failure existe dans un entre-deux, en fait, en termes de composition, où ils arrivent à faire quelque chose de complexe, mais en même temps rester sur des formats finalement, pop, enfin, ou en tout cas rock, couplet-refrain, Ouais, couplet-refrain, couplet-refrain, pont, refrain, tu vois? Toujours en plus en modifiant quand même des choses de manière très subtile, du coup, c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais ça, c'est ça qui fait leur charme. Et puis, ouais, cette production de ouf, quoi, enfin, Ken Andrews, elle est enfin, c'est vraiment, ouais, le maître étalon de la qualité des productions, de rock, typique, rock indé, tu vois? Et là, pour le coup, il fait encore une fois un boulot exceptionnel. Alors, ils ont l'air de parler d'ailleurs que, enfin, peut-être que ce disque serait peut-être le dernier album de Failure, ou qu'ils feraient autre chose. En tout cas, ils sont pas sûrs de la suite, mais en tout cas, moi, je serais très surpris que Andrews, tu vois, abandonne totalement la musique, ou en tout cas ne fasse plus de production, tu vois? Parce qu'en ouais, soi, enfin, c'est un mec qui est, à mon avis, s'il reçoit pas des appels tout le temps pour produire des groupes, en tout cas, régulièrement, je pense qu'il aurait sûrement des gens qui le contacteraient pour lui, pour faire des disques, parce que c'est vraiment un super, super compositeur, un super arrangeur, quoi. Ça, enfin, la qualité des arrangements sur ce ouais, disque et sur tous les disques de Failure, hein, mais sur celui-là aussi est vraiment, enfin, vraiment au-dessus de tout, quoi. ouais, c'est clair. Du coup Ouais, non mais est-ce que toi, tu veux ajouter ouais? quelque chose? Alors non, a priori non, non, ça me va bien comme ça. Je dis juste, ça vaut le coup si vous avez le temps de remettre les 2 albums de Planet Lost et du coup, Fantastic Planet pardon et Location Lost côte à côte, par rapport à ce qu'on vient de dire parce que, il y a un vrai, il y a une vraie logique à écouter les 2 au final et à voir pour le coup le parcours créatif d'un groupe et c'est pas tout le temps qu'on a peut faire ça et avec des albums qui sont de qualité aussi forte dans les 2 cas sur 30 ans. Voilà. Un autre petit détail peut-être à mentionner, puisqu'on reparle de Fantastic Planet, hein, c'est que vraisemblablement, en fait, je pense que quand je parlais du disque, j'ai souvent mentionné beaucoup le morceau Stock on You, qui était le gros single, et puis pour moi, qui est le single de Failure. Et vraisemblablement et on en parlait avec Crowbar, hein, le streaming permet quand même de voir des choses qu'on pouvait pas voir avant. Et une des choses que vous pouvez pas voir avant, c'est quels sont véritablement les morceaux que les gens préfèrent, tu vois? Et qui sont pas nécessairement les singles. Et en l'occurrence, le plus gros morceau de Failure, c'est pas le morceau, c'est pas le morceau Stuck on You de cet album-là, c'est le morceau, Another Space Song, qui est pas du tout un single, mais qui est aussi un morceau de Fantastic Planet. Alors du coup, si vous avez jamais écouté Failure, vraisemblablement, on avait toujours eu tort de recommencer Stuck on You. Écoutez Another Space Song. C'est peut-être le meilleur morceau de Failure pour débuter, vraisemblablement. Après, sur ce disque-là, je pense que le meilleur morceau, en tout cas le morceau le plus intéressant à écouter, c'est soit Crash Test Delayed, donc qui est le premier morceau, soit le morceau Location Lost, en fait. Je suis assez d'accord, moi je rajouterais, Way Down dedans et un petit Solid State en quatrième pour avoir un petit quatuor assez cool, Ouais. quoi. Et puis alors par contre, du coup, c'est important quand même de rementionner Someday Soon, parce que enfin il est vraiment super intéressant comme morceau. Mais en fait, en revanche, il est pas du tout représentatif du disque. Donc c'est un morceau super intéressant avec, vraiment un caractère très fort, mais du coup qui en revanche ne donnera pas du tout une bonne idée de exactement à quoi vous attendre, parce que pour le coup, bah, ça ressemble pas du tout Failure, ça ressemble pas exactement à ça, en fait. En revanche, c'est un des morceaux, je pense, qui est les plus intéressants du disque, sans aucun doute, quoi. Si vous avez aimé ne serait-ce qu'un ou 2 un ou 2 des morceaux qu'on a mentionnés, essayez Someday Soon aussi, parce que vraiment l'effet à la gratte, enfin la compo, enfin il y a énormément de trucs, vraiment ouf dessus, quoi. Mmh. Je crois que cette fois on a bien fait le tour.
On va passer au truc en plus. C'est toi qui as suggéré du coup que nous parlions, que nous revenions, sur la question des IA. On en a déjà parlé plusieurs fois ces derniers mois, un peu comme tout le monde, comme dans tous les domaines numériques en ce moment. Mais là, tu as retrouvé un article dans Les Jours qui s'appelle «L'IA en studio compagnon de la chanson», dont je n'ai pas l'auteur par contre. Alors c'est Sanfion Fanen, c'est Voilà, l'expert musical de Les Jours, qui est un très, voilà. très enfin, qui est vraiment un super enfin, il mérite justement de prendre un abonnement pour Les Jours, juste pour ses articles, parce que c'est vraiment un expert en termes d'industrie musicale et de musique, il tous les ses articles valent vraiment le coup. Ouais et du coup, l'intérêt pour nous de parler de cet article-là, c'est vraiment de revenir sur la question de, heu bah, on a parlé de l'IA qui générait des morceaux à la volée que les plateformes mettaient, mais là, on est plus dans l'angle du studio, c'est-à-dire des mecs qui, fondamentalement, des compositeurs, des mixeurs qui vont utiliser l'IA d'une manière ou d'une autre. Et pour le coup, il y a pas mal de gens qui ont enfin, pas mal de gens, il y en a quand même pas mal qui ont fini par témoigner un petit peu de la manière dont ils utilisaient même, finalement, dans des productions assez classiques, plus ou moins l'IA et certains de ses outils les plus connus. Hem, Donc la il y a Suno, qui est sudo, ouais et Wuno, c'est ça? Ouais, c'est Suno, ça. Suno. Su ouais, c'est SUNO. Et il y en a un deuxième dont on parlait. Alors il y a un autre truc, c'est pas Copilot, c'est, hem, Alors attends, du coup, je me remets l'article sous les yeux. il est généré par donc celui qui est utilisé, Coproducer. Voilà. Hem, Là où j'ai trouvé l'angle intéressant, c'est que pour la première fois, on parle de l'IA, on parle de ces IA, heu, de manière en les ramenant à ce qu'elles auraient jamais dû être pensées ou réfléchies d'autres, des outils au service des artistes pour produire des choses, pour être plus proches, plus fins de leur dans leur démarche. Heu Et ça, c'est la première fois que je trouve qu'on a un papier, un article qui, pour le coup, on va pas dire valorise l'IA parce que ça me fait un peu trop chier, mais qui au moins replace l'IA dans ce qu'elle aurait jamais dû être autre que ce type d'outil-là. Hem, toi toi, quand tu l'as soumis l'article, qu'est-ce qui toi t'a le plus marqué au final dans la ressortie de cet article de prime abord? Alors avant même de l'avoir, de l'avoir lu, je te l'ai envoyé parce que quand j'ai vu, qui était enfin, j'ai vu que c'était un article des Jours sur la question de l'IA et du coup je savais que ça valait le coup d'être lu, hein. Donc du coup j'en ai parlé dès le départ en disant genre: «Bon bah, il traite de ça, soit ça va être un papier, qui va donner suite à une autre série de papiers, soit ça va être un papier de toute façon qui méritera enfin qui donnera des informations, pertinentes». Donc ça méritait d'avoir une discussion sur ça. Mais, non, ce que j'ai vraiment retenu effectivement, c'est que, on parle du coup de l'IA dans la création musicale, mais avec des vrais producteurs et pas juste avec des paroles en l'air. C'est-à-dire que on n'est pas dans la question du genre: «Oh l'IA dans quelques années ça va faire ci, ça va faire ça», tu vois? Genre la surenchère, technologique qui est souvent, faite autour de ce genre d'outils, qui finalement en fait, enfin délivre pas ses promesses du tout, hein. Enfin depuis des années on en parle et puis, bah, les trucs qui sont avancés en disant genre: «Ah dans un an on va faire ça» et puis un an plus tard, genre: «Ah bah on fait toujours pas ça». C'est dommage coco. Donc du coup, là, on était vraiment face, comme tu disais, à des gens qui l'utilisent, qui ont une utilisation, de l'IA, non pas alors certains comme étant un outil qui fait tout, hein, donc comme le producteur donc qui est interviewé alors qu'il y a un producteur, rappeur, qui a fait un morceau donc tellement, full IA selon Deezer. Donc alors je retrouve son nom, c'est Minuiski, donc qui est identifié comme un sorte de chanteur quoi, donc qui a généré totalement son morceau par IA. Mais globalement, tous les mecs qui sont interviewés dans l'article, c'est qu'on veut bien parler et témoigner, c'est des gens qui travaillent pour, des productions de rap ou de pop, mais qui font, du coup du travail en studio. Et quand tu vois leur utilisation de l'IA, en fait, ce qui ressort, c'est quand même qu'effectivement, et c'est ce que souligne Sofiane Fanen, c'est que, bah, c'est des professionnels et que du coup, bah, ils utilisent jamais l'IA comme un point final, en fait. Bah, oui, c'est un De outil. même que Minuiski, vraisemblablement quand il dit genre: «Ah voilà, je fais un prompt, je le mets directement dans mon logiciel de DAW», donc DAW, hein, c'est les logiciels qui permettent, comme, Ableton par exemple, qui permettent de gérer plein d'instruments et puis de composer des morceaux. Hem, bah, même quand il en parle comme ça, enfin, il y a un autre travail derrière, c'est pas un machin comme ça. C'est pas un truc qui sort, tout cuit et que, tu peux utiliser direct, pour faire des millions parce qu'au final et c'est aussi ce que mentionnent les mecs,
les idées qui sont générées par l'IA, généralement, c'est des points de départ, mais qui sont des idées un peu bateaux et après faut prendre un ou 2 machins dedans et puis s'en éloigner. Moi, je reste quand même très circonspect sur le fait justement que, des gens disent genre: «Ouais, je ça me génère des idées bateaux, mais je m'en sers comme point de départ». J'ai envie de dire genre: «Ouais, mais dans ce cas-là, enfin, tu des schémas de création, tu peux peut-être utiliser ces schémas de création qui sont déjà présents, sans avoir besoin de passer par un IA que tu veux gé enfin, pour générer un son et ensuite, créer quelque chose, hein». Hem, parce Ça posera de toute façon la question que tu poses pour moi, c'est aussi vers ça que je tendais. C'est que ça replace l'IA comme un outil, mais pour moi, ça posera toujours cette question, c'est que justement, je suis d'accord avec toi, quand les gens disent: «Oui, mais du coup, ça m'aide à mettre en forme des bases et puis après je continue», mais bah, tu sais, il faut les avoir les bases. Tu as la base, tu as la ref, tu l'as, tu sais le faire. Donc pourquoi passer par l'IA? Pourquoi reformuler ça? À quel moment tu vas permettre «le doute» entre guillemets, du coup, dans ta création? Mais est-ce que tu as vraiment eu l'idée? Enfin, tu vois? Dire que je suis d'accord avec toi, dire que, bah, j'ai amorcé avec ça et puis machin, après c'était juste une idée machin, bah non. Non, c'est il y a un truc qui va pas plus là et moi, ça me pose un vrai problème parce que ça pour moi, si la vraie question, du coup, OK, c'est un outil, mais c'est pas mais de dire que tu utilises ça comme première source d'inspiration, pour moi, ça me pose un vrai problème, c'est que un où tu places ta limite, c'est-à-dire jusqu'à quel point réellement tu modifies, tu te réappropries, tu n'utilises finalement pas IA pour tout produire, ce qui pose tout revient au problème de l'IA tout court et puis, après fondamentalement, si tu fais ça, fondamentalement tout le monde l'IA va pousser les mêmes idées à tout le monde et ça va amener une espèce de normalisation à minima qui me chiffonne Ah beaucoup, beaucoup, ben, on beaucoup, est totalement beaucoup. dedans, hein, puisque pour le coup, on parle beaucoup de productivité dans l'article aussi, hein, le fait que les mecs disent genre: «Ah bah ouais, Ouais. avant on produisait 4 morceaux, maintenant j'en fais 80». Tu fais genre: «Bah ouais, mais Non, mais c'est débile, c'est ce vraiment chiffre est débile». débile. Alors, il y a un truc aussi qui est intéressant quand même dans l'article, c'est qu'à un moment des producteurs parlent du fait que l'IA lui permet du coup de sortir de ses automatismes et en fait, moi, enfin, quand je lis ça, je me dis genre: «Mais tu sais qu'il y a des trucs aussi qui existent déjà pour sortir des automatismes». Alors, je vais peut-être passer pour un intello à la con, mais il y a un producteur, donc qui est très connu, qui s'appelle, mince, Brian Eno, qui a fait un jeu de cartes il y a très longtemps. C'est un jeu de cartes avec des suggestions d'idées, mais très généralistes. C'est-à-dire que tu prends une carte au hasard et ça va te dire quelque chose, dire genre, «Fais l'inverse de ce que tu as fait hier» ou genre, je sais pas moi, prends un autre instrument, tu vois? Prends essaye de refaire la même mélodie avec un autre instrument. Tu vois? Des idées comme ça, tu vois? Et ça, c'est des idées genre sur un jeu de cartes de base, tu peux prendre ça en studio et dire genre tu si tu veux vraiment sortir de cet automatisme, bah, ça peut être une très bonne idée de prendre juste ça, de dire genre: «Ah oui tiens, c'est pas une mauvaise idée», genre et voilà, sans avoir besoin de passer par l'IA. Alors, bien sûr, l'IA, c'est beaucoup plus pratique. C'est encore toujours la même question, c'est que personnellement, hem, je le vois en tant que personne qui a bossé en bibliothèque, qui a formé des étudiants à la recherche documentaire. Demander à des étudiants d'utiliser des bases de données quand tu as Google à côté, c'est peine perdue, quasiment. Parce qu'il y en a un qui est pratique et l'autre qui ne l'est pas. Les bases de données sont complexes parce qu'elles demandent toujours plus de précision et elles apportent en plus des sources d'informations qui des fois sont pas tout le temps accessibles immédiatement parce que, ben, jeu des droits d'auteur, base de données qui a pas forcément accès au catalogue intégral de toute une publication, enfin, des problématiques, que n'importe quel étudiant connaît qui sont très, très frustrantes. Bon, bah, Google à côté, c'est beaucoup plus facile parce qu'il donne accès à plein de trucs et des fois en full texte. Bon, bah, des fois, t'as pas la date, tu pas exactement ça, mais au moins, tu vois, t'as un texte, tu vois, t'as une réponse. Ça te réconforte. T'as une réponse, t'as un truc plus rapide. Bon, bah, pour moi, l'IA, c'est un peu le même fonctionnement. Les gens l'utilisent parce que c'est réconfortant et que c'est pratique. La question pratique est vraiment, vraiment Ouais. très importante et je comprends que effectivement des mecs comme ça, ils vont me dire genre: «Bah, oui, voilà, c'est pratique, c'est facile et puis après je bosse sur autre chose». Bon, soit. Mais effectivement, ça amène plein de problèmes sur la question, bah, du coup, est-ce que tu vas pas finalement répéter tout le temps la même chose? Les gens finalement, je pense ils vont s'en lasser. Enfin, si c'est tout le temps la même chose, enfin, désolé, hein, il y a une part du public qui peut très bien se contenter d'entendre un petit peu la même sauce, réadaptée constamment. Mais il y a plein de gens aussi qui ont besoin de temps en temps, d'avoir quelque chose de différent et là, pour le coup, on le voit déjà avec,
les jeunes qui, du coup, vont vers des groupes comme, Failure ou découvrent que des groupes comme Crowbar et tout, parce que c'est des groupes à l'ancienne, bah, ils préfèrent ça parce que, ben, voilà, tu as une sensation d'écouter quelque chose de plus naturel, quelque chose un peu plus sincère et et je pense qu'il y a plein de gens qui pour qui voilà, ils font la différence, quoi. Quand tu vois les stats d'écoute disant genre: «Ah, les jeunes font plus la différence avec l'IA», je dis genre: «Mmh, oui, mais genre, tu fais À ouais, l'oreille, je ils la pense qu'ils font. le font au fur et à mesure et puis, ils les font peut-être pas maintenant, mais t'inquiète qu'ils vont le refaire dans 2 mois, hein». Je pense que faut pas prendre les gens pour des abrutis et pour le coup, je pense qu'au bout d'un moment, les gens vont se lasser. Donc du coup, utiliser ce genre d'outil, si ça se renouvelle pas, bah, ça va être un vrai problème. Alors, il y a des on peut toujours imaginer que finalement, ce genre d'outil va innover encore plus et blablabla, mais en fait, j'en suis pas convaincu du tout parce que c'est pas ça fait déjà pas mal de temps qu'on nous promet des innovations encore meilleures dans le domaine. Bah, il y a eu des innovations effectivement, il y a des trucs qui sont enfin, l'IA peut faire plus de choses maintenant qu'elle le faisait il y a 2 ans, mais elle ne fait pas tant que ça plus de trucs et en termes de qualité, on n'est pas encore là, tu vois? Et par qualité, j'entends même pas qualité sonore, mais j'entends juste qualité genre, véritable qualité de création, Qualité de quoi, enfin, création. on est vraiment pas là. Ouais. Alors il y a d'autres problématiques que j'ai mis dans mes petites notes, sur lesquelles tu t'adhéreras pas forcément, mais il y a aussi d'autres questions qui se posent, alors au-delà de la question du coup de la productivité, ce qui je trouve est totalement débile. La productivité en musique, mais c'est une crétinerie, mais je le comprends pas. Vaut mieux Voilà. passer, je pense, plus de temps sur quelque chose et le finir bien, que en faire 25 et qu'il soit médiocre. Je pense pas du tout que quiconque puisse vraiment bénéficier de ça. Les producteurs quand on entend des rappeurs parler de leur rapport avec des producteurs, des mecs qui t'envoient des CD de genre de 100 instrus et au final, les gens vont garder genre 2 quoi. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas produire beaucoup pour arriver à des trucs. En fait, il faut produire beaucoup pour t'entraîner et à apprendre à utiliser certains outils, mais au final, faire plein de morceaux à plus savoir qu'en foutre, pendant toute la journée générés par l'IA quand ça va être que de la médiocrité, ça sert vraiment à rien. Donc les questions de productivité et de fournir à un public, genre, qui attend du coup du contenu et du coup le fourrer dans la bouche, enfin je vois pas l'intérêt. Et alors l'autre truc qui me semble très, pertinent, enfin pour moi qui me semble très pertinent, c'est que on le voit constamment avec comment les technologies évoluent, que ce soit avec le sampling, par exemple. Les mecs parlent du fait que, genre: «Ah ouais, l'IA, ça permet du coup de faciliter les choses parce qu'avec le sampling, avant, tu étais obligé de passer, faire de la recherche et trouver écouter plein de trucs pour trouver le machin. Là, tu peux générer facilement ton machin, ton extrait sonore». Soit. Le problème, ça va être: «Bah, OK, mais qui a les droits sur cet extrait sonore? Tu peux générer avec ça?» Alors, Ouais, l'IA, c'est du coup, s'entraîne sur du contenu copyrighté. Il y a des questions juridiques qui sont pas encore totalement réglées sur ça, donc, d'une, s'ils perdent beaucoup de droits à ce niveau-là, et ça sera en fonction des pays en plus, ça va pas forcément être évident d'un point de vue international, j'imagine. Bon, bah, il y a une vraie question qui se pose, à savoir, bah, du coup, qui est-ce qui a les droits? Comment tu reconnais, du coup, la validité et qui tu dois payer? Et puis à côté de ça, même si, mettons que les outils généra de qui enfin les producteurs du coup enfin pas les producteurs pardon, les détenteurs des droits de ces IA, les gens qui proposent ces outils. S'ils décident de dire genre: «Ah bah OK, mais du coup, si tu fais quelque chose avec ce que nous on propose, ah bah du coup on va, gagner genre, 25 sur le morceau». On l'avait vu il y a 1 an ou 2 là, il y a eu tout un problème avec un générateur un logiciel qui était utilisé pour du jeu vidéo indépendant. Et ils ont décidé de dire genre: «OK, quand vous utilisez notre truc, et ben, nous, on a les droits sur votre jeu». Et alors bien sûr, ça avait fait un tollé et mais les mecs ont tout perdu. Mais avec ce genre d'outil, je vois très bien ce genre de connard dire genre: «Ah bah, en fait, bah, nous, on a décidé que en fait, maintenant, dans les nouveaux droits d'utilisation de votre logiciel et ben, quand tu fais un truc avec ce qu'on propose, et ben, c'est nous qui avons les droits parce que c'est à nous, quoi, c'est nous». Bon, bah, c'est vraiment pas enfin, c'est pas du mmh tout une équilibration, ridicule de je pense de mentionner ça parce que je pense que c'est vraiment enfin, c'est potentiellement quelque chose qui va se passer. On le voit particulièrement avec le fait que beaucoup des solutions, IA qui sont proposées notamment par, Microsoft ou par, ou OpenAI, et ben, ils perdent beaucoup trop d'argent.
c'est pas possible de faire des investissements aussi faramineux, pour créer des data centers, au-delà même des considérations écologiques, hein. On parle vraiment juste de l'argent que ça demande pour construire toute cette merde. Bon, bah, avec les abonnements, le prix des abonnements qui sont demandés, c'est pas suffisant. Et donc du coup, récemment, Microsoft commence à passer uniquement, pas, commence à proposer à leurs, même pas à proposer, à demander à leurs utilisateurs de payer avec des tokens. C'est-à-dire que tu vas, genre tu vas payer pour l'utilisation. Tu vas genre avoir un nombre de tokens à utiliser par mois, et puis après quand tu veux continuer d'utiliser le machin, et bah, tu vas devoir payer plus. Ça, c'est le Ah même non, mais ça fonctionnement que va. tu as en bibliothèque pour les e-books, par exemple. Alors, envers du décor de bibliothèque, pour les gens qui connaissent pas, mais les e-books en bibliothèque pour les étudiants, comme c'est plus «pratique» entre guillemets d'acheter les droits d'un e-book plutôt que d'acheter 25 copies d'un bouquin que qui va pas forcément être, du coup qui va être passé au pilon le 2 ans après. Bon bah, au lieu de faire ça, les mecs ils achètent des e-books. Mais oui, mais sauf que le e-book après les gens le consultent, mais c'est même s'il y a une copie, déjà une copie elle peut des fois être utilisée que par 3 personnes maximum au même moment, et en plus de ça, tu as des fois aussi des solutions avec des tokens, c'est-à-dire que tu vas avoir un droit de consultation d'un nombre de consultations, et si ça arrive au bout du truc, bah, tu es obligé de racheter. C'est-à-dire que ton bouquin, au lieu d'avoir payé une seule fois un bouquin de 40 €, parce que les bouquins universitaires, c'est souvent 40 €, bon bah, minimum, au lieu d'avoir à payer une seule fois 40 €, bah, tu vas payer au moins 60, 80, tu vois, pour ton seul e-book, parce que tous les étudiants, ils vont continuer à le consulter. Du coup, tu payes plus. C'est plus ou moins pratique et en plus, ça coûte beaucoup plus cher. Bon bah, là, avec l'IA, on va arriver à ce genre de solution. Et je peux t'assurer que c'est pas très, très joyeux. Donc du coup, quand, les mecs disent genre: «Bah, c'est pratique» et puis en plus c'est d'un point de vue rapport qualité-prix. D'un point de vue prix et enfin, du coup, coût d'utilisation, c'est très avantageux. Bah oui, mais pour combien de temps? Pour combien de temps, coco? Parce que là, si maintenant Sono, c'est plus ou moins pas très cher, les investissements que ces abrutis qui construisent des data centers ont besoin de faire, bah, ils leur demandent beaucoup plus de thunes. Et là, Nvidia, en plus, ils ont l'air d'être un peu dans la merde et dire genre: «Ah, en fait, on n'est plus très chaud à investir à fond dans vos entreprises. Vous nous achetez des microchips là, c'est super sympa, mais bon, va falloir nous rembourser à un moment ou un autre». Bon, ben, les mecs commencent à être un peu difficile. Ça m'a l'air d'être mal parti. Alors, de là à dire que ça va s'effondrer, moi honnêtement je prie j'allume des cierges tous les soirs pour que ça s'effondre, tu vois? Mais c'est pas assez, enfin, on va être réaliste, c'est pas ça va pas se faire aussi rapidement que ça, malheureusement. Donc parce que d'un point de vue écologique, personnellement, je pense qu'il faudrait que ça s'effondre de demain, tu vois? Voire la semaine, voilà, voire la semaine dernière, tu vois? Oui, ça, c'est Mais un en tout autre cas, problème, ça. je pense que les questions économiques vont rattraper énormément ce genre de solution, parce que la manière dont des professionnels de la musique parlent de leur utilisation de l'IA dans cet article, ça me laisse quand même penser qu'il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de questions qui n'ont pas encore été répondues sur les droits, le coût, la question de savoir la enfin une productivité grandissante qui arrive. Enfin, la productivité grandissante en musique, c'est pas souhaitable. On le voit très bien, et ça, c'est un truc qui était déjà mentionné dans le bouquin dont j'avais parlé de, donc Mood Machine de Liz Pelly. Donc il parlait de Spotify et du fait que, ben, voilà, les mecs de Spotify, ils encouragent vraiment les artistes à dire genre: «Ah, il faut produire, très fréquemment, genre vous devez avoir au moins un nouveau single, toutes les 2 semaines, tous les mois, pour rester pertinent, pour que vous», voilà, parce que voilà, pour eux, ça leur bénéficie, et effectivement, cette production en flux tendu, ça correspond très bien à, bah, aux besoins d'une industrie pop qui a besoin toujours de nouveautés. Mais en vrai, les gens qui écoutent de la musique, qui s'y passionnent pour ça, mais ils ont pas vraiment besoin de ça. Et on l'a vu avec Failure et on le voit avec, Crowbar, 2 exemples typiques de groupes qui marchent encore maintenant, mais sur des back catalogues. Les gens vont sur les vieux morceaux et ils se passionnent pour là, avec Crowbar, on l'a vu, ils se passionnent pour un titre obscur de la discographie et en plus pour une phrase qui est même pas le refrain. Genre, la consommation musicale, les gens qui s'imaginent avoir compris comment ça fonctionnait, mais ils se plantent parce que en vrai, c'est
vraiment impossible de comprendre comment ça fonctionne, j'ai l'impression. Pourquoi un titre est populaire? C'est pour moi, c'est la réponse, la meilleure réponse possible. Pourquoi un titre est intéressant d'un point de vue, histoire de musique? Ça, on peut en discuter. Mais pourquoi un titre est populaire par rapport à un autre? Honnêtement, je pense qu'il y a pas vraiment de raison et les gens qui s'imaginent disent genre: «Ah oui, on a compris ce que les gens ont besoin», genre, bah, oui, des fois vous allez avoir des artistes que vous signez qui Ouais, vraiment ont un gros succès, OK, mais des fois ça marche pas, quoi. Alors que, bah, mais il faut attends, ça fait le coup le tube de l'été, on va le faire à l'avance, ça fait 1000 ans qu'on le sait qu'il y en a toujours pour trouver des recettes, quel que soit l'outil, quelle que soit l'époque et à chaque fois, c'est pas. Les gens prédire ce que les gens vont aimer, prédire une que ce soit en termes purement commercial ou que ce soit réellement sur une question de tendance, c'est, c'est enfin impossible. je vois pas ce que l'IA va pour le coup là apporter de plus. Comme je disais depuis le départ, elle reste un outil. Elle ne changera pas la manière dont les gens vont apprécier et l'exemple de, Crowbar est à la limite, ça devrait plutôt leur tirer des alertes de ouf comme quoi finalement ça sert à rien d'investir dans ce support-là, tellement c'est probant ça sort un morceau qui était même pas connu du groupe et ça le fait exploser. Alors, sur la question des réseaux sociaux, on revient à ce qu'on disait la semaine dans l'épisode précédent et c'est vrai que ça pose un autre problème, mais je comprends pas cet angle, Mais cette manière de réfléchir, je je ne le trouve que comprends justement pas. ce qu'on avait parlé la semaine dernière et sur la question justement de ce qui fonctionne et comment tu peux le motiver, c'est que vraiment tu es obligé de surveiller tes artistes et dire genre: oh putain, genre machin Ah machin, oui, un succès surprise, vite on investit». Genre il faut intervenir à ce moment-là, mais quoi. Mais tu mais oui, au si on en final revient c'est ce mais au que je final tu disais, peux c'est pas le créer excuse-moi, toi-même, en fait. Tu dois attendre que le truc existe et non, puis après tu enfin, tu as fait la promotion et puis, bah, après, bah, tu laisses faire et tu vois si ça marche, quoi. C'est pire que de la cuisine, parce que moi, quand tu fais la cuisine, tu sais exactement que si tu ajoutes tel truc, tu vas avoir tel effet. Là, c'est non, c'est ah non, foutu, mais foutu. C'est il y a pas de science. C'est juste genre: «Bon, bah, on va voir ce qui se passe, ça marchera peut-être, ça marchera peut-être pas». Hem, il y a un exemple qui était super intéressant dans l'article qui est, cité par le producteur, alors Étienne Copin, qui parle du fait que, et qui montre, je trouve, les limites du processus de créatif, en tout cas par l'utilisation d'IA. C'est qu'il avait donc du coup, il parle du fait qu'il voulait, utiliser une chanteuse de latino pour un morceau, mais que la meuf continuait, enfin elle annulait constamment, disait genre: «Ah voilà, je veux pas venir en studio, blablabla». Du coup, le mec a utilisé l'IA pour, générer une autre plage sonore et pour faire en sorte, du coup, de compenser le fait que cette personne voulait pas venir. OK, mais en fait, ça, c'est quand si tu arrêtes l'histoire ici, tu dis genre: «Ah mon Dieu, les artistes sont en danger». Mais en fait, quand tu regardes la manière dont il a travaillé, ça avait l'air d'être méga compliqué parce qu'il parle du coup qu'il a dû générer plein de voix différentes pour faire un puzzle des versions qui marchent et arriver enfin à quelque chose. Donc il faut vraiment maîtriser ton outil pour faire en sorte de trouver les bonnes prises pour que tu assembles tout ça. C'est pas impossible, ça demande un peu de maîtrise, mais c'est pas non plus évident. Et en plus, par-dessus le marché, il ajoute que, de toute façon, ça remplacera pas une voix humaine en studio, parce que du coup, ça marche uniquement pour la musique électronique et la musique où, voilà, et pour l'image à la rigueur, quoi. Mais au final, ça permet juste, pour selon lui, de faire redescendre sur terre certaines personnes qui ont des comportements de diva. J'ai envie de dire genre: «Ouais, enfin, vite fait, hein, parce que si tu dû passer des plombes pour, générer plein de versions et les mettre bout à bout pour arriver à un truc qui passe uniquement dans un certain contexte, ça me laisse quand même entendre dire que c'est quand même beaucoup plus facile si Coquine, elle vient en studio, elle pose, tu vois? Parce que là, au moins, c'est facile, c'est fait. Tu lui dis genre: «Je veux que tu poses comme ça», elle dit genre: «Bon, bah, OK» et puis voilà, ça voilà, tu passes 1 ou 2 journées et tu es tranquille, même moins que ça. Là, là, ah il non, mais voilà, c'est c'est très très étrange parce étrange. qu'on entend te vendre ou en tout cas te dire genre: «Ah bah oui, c'est bénéfique comme ça» ou en tout cas: «Je m'en sers comme ça». Tu dis genre: «Bah ouais, enfin, ça a l'air de pas remplacer grand chose et en plus de compliquer la vie» donc bof. Et donc du coup, effectivement, pour le coup, l'article est super intéressant. Le ton de l'article, hein, comme tu disais, est pas nécessairement, ultra négatif parce qu'il traite justement de l'outil comme un outil. Mais on voit quand même vite fait les limites, quoi. Tu vois vraiment dire genre: «OK, on est s'il y a un bond en avant incroyable qui va être réalisé avec ce genre d'outils techniques, d'outils, pour l'instant, on l'a pas encore vu». Hein, on est encore pas encore là, j'ai même l'impression qu'on est encore loin de là et hem
finalement, l'article est intéressant aussi, pour replacer les choses en contexte. C'est surtout la question de la chanteuse latino là qui est mentionnée comme exemple. C'est qu'au final, des fois, enfin, je trouve maintenant on parle tellement de l'IA, des fois ça m'arrive souvent d'écouter des trucs et de me dire genre: «Putain mais ce morceau il est généré par IA, cette voix est-ce que c'est généré par IA?» Et en fait, bah, vraisemblablement, enfin, peut-être que pour des gens qui ont pas l'habitude d'écouter trop de musique, ça passe crème quoi, mais, je pense que pour nous, c'est un peu plus compliqué quand même. Ça veut pas dire ça devient Ça devient compliqué, compliqué quand même, hein. C'est comme avec les images, ça mais, devient compliqué, hein. Ça devient quand on même n'est pas super encore on est compliqué. encore loin quand Le même, truc, c'est hein. qu'en vérité, c'est que c'est pas une musique qui nous très souvent, en vérité, ça va pas être dans des styles qui vont Bah, nous c'est parler, ça. Non, qui vont mais nous c'est ça que interpeller, je veux dire, c'est que dans qui les trucs c'est que j'écoute, globalement, même si je me pose la question, en fait, quand tu regardes ce qui est dit, c'est qu'en fait, c'est enfin, ça va pas ça fonctionne pas comme ça, en fait. C'est pour des trucs comme ceux dont on parle dans le podcast, c'est plus compliqué de dire genre: «Ah bah, il se trouve que machin, c'est généré par IA». Tu vois? Genre ce morceau King Gizzard, King Gizzard, il était généré par IA, genre. Tu sais, je suis pas allé écouter les morceaux King Gizzard qui étaient générés par IA, qui avaient été mis sur le faux profil, tu vois? Mais je serais très surpris si c'était aussi intéressant que ce que fait King Gizzard, tu vois? Si ça sonnait pas comme juste genre, bah, ah bah oui, ça sonne un peu comme King Gizzard, mais bof, quoi. bah, si tu veux, c'est exactement comme, en image, quand on a eu les portraits automatiques qui ont été faits dans le style, du Mmh. studio Ghibli, heu, Mais c'est c'est le vide. style, mais Mais non, il aurait voilà, jamais mais ça se dessiné ça, voit. Ça tu se vois? voit. Tu vois que Et alors, techniquement, c'était c'était très très réussi réussi, mais honnêtement, ça se voit que c'est pas du visuellement, Ghibli. mais sauf mais parce que Exactement. jamais il aurait fait ça. C'est aussi simple que ça. C'est pas une question de le truc, c'est qu'on en vient il faut connaître l'artiste pour se dire: «Il aurait pas fait ça comme ça» et c'est là où je te dis que ça devient quand même compliqué dans certains coins, dans certains domaines. C'est que c'est pas, tu vois, il y a des choses, non, c'est pas eux. Donc, si c'est pas eux, si on trouve aucune référence, c'est que nécessairement on est sur de l'IA, surtout de nos jours au niveau Après, musique. effectivement, ça Heu, pose quand même la ah question pour les nouveaux artistes. Et c'est vrai que là, ça pose un vrai problème, c'est que voilà. quand du coup, t'as pas du coup de créations qui ont été faites et que du coup, tu prends un artiste pris au hasard. C'est vrai que quand je regarde les sorties, Tidal, bah, j'ai moins tendance à aller vers des nouveaux artistes qui sont suggérés juste parce que la pochette a l'air sympa, parce que je me dis: «Bah, potentiellement, c'est un truc qui généré par IA». Et ça, c'est très, Ouais. très, très chiant et très, très traître. Heu, Et encore sous Tidal, on est plutôt, du bon sur un truc où un c'est assez peu limité, j'ai peut-être, l'impression en ouais, termes bah, je vois d'apport, pas, quoi. comme que j'utilise plus Spotify, Deezer avait l'air de dire, sur les stats Deezer sont effrayantes, quoi, en termes de Bah et c'est ouais, pas un gros après acteur donc tu l'article quoi. commence en disant genre: «Ouais, on en est à genre 44 et donc du coup, bah, ça veut dire qu'on va arriver à 66 puis qu'après on arrive à 99. Quand je vois ça, je me dis un peu genre: «Ouais, j'ai un peu quand même l'impression que, oui, techniquement, peut-être que ça va évoluer comme ça, mais enfin, ça a aucun sens, quoi. Ça Non, non, ça a aucun au bout d'un sens. moment, genre Ça a aucun même pour les sens. fournisseurs d'accès comme DistroKid ou autres, enfin, au bout d'un moment, c'est un peu genre, bah, ouais, mais ça discrédite tout ce qu'on fait, enfin, c'est difficile à gérer et en plus, ça ne rapporte pas tant que ça d'argent, enfin, va y avoir un jeu qui est quand même qui va s'opérer, quoi. Alors un autre élément quand même qui est quand même, aussi en revanche qui me fait aussi beaucoup peur, c'est que quand je regarde par exemple, il y avait une interview qui est sortie, aujourd'hui de la chanteuse de Skoll, qui est un groupe de hardcore qui a plutôt bien marché ces dernières années et en fait depuis, quelque temps là, ils ont un peu disparu, il y a un des membres qui s'était barré et le groupe a annulé pas mal de dates et du coup, les gens se demandaient genre: «Putain, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le groupe est séparé ou tout?» Et en fait, la nana disait genre: «Bah, en fait, non, on n'est pas séparés, on va continuer à refaire, des dates prochainement, mais on a dû faire une grosse, grosse pause». Donc là, moi, j'avais besoin de faire une grosse pause parce que, bah, j'ai une amie qui est décédée du coup d'un cancer, pendant que j'étais en tournée et au final, je devais continuer à tourner, à tourner, à tourner, à tourner et ça a pris enfin, ça a eu un gros effet sur ma santé mentale et sur ma santé tout court, quoi. Et c'est là, en fait, où tu vois l'autre conséquence, c'est que l'industrie du disque fait que les artistes trouvent uniquement une rémunération en tournant, mais qu'au final, enfin, Ouais. physiquement, c'est pas possible, quoi.
tu peux pas, enfin, tu peux pas tourner comme Bah, ouais, ça, non mais enfin, inlassablement comme les besoins de l'industrie te le demandent. C'est pas gérable. bah, tu peux aller plus loin quand tu vois que même dans un groupe comme, les Cat Size là, le Ouais, groupe, le girl band, full, marketing K-pop à l'américaine, une des nanas est quand même sortie du groupe parce qu'elle en pouvait plus. c'est épuisant. Enfin, elle a demandé à faire une pause. Tu sais, c'est le niveau de surproduction, de surexploitation des artistes, là, ça devient, Et en enfin, c'est et encore, débilitant. je pense que dans la C'est pop, c'était débilitant. même encore pire que dans les milieux punk et hardcore parce que au moins, milieu punk Oui, et hardcore, à la rigueur, tu entouré de fans, mais t'es entouré de tes amis, mais c'est voilà, il y a d'autres pressions, mais là, les agendas des meufs qui bossent dans la pop, c'est débile. Les mecs, ils les font faire des interviews, genre dès le petit matin et genre toute la journée, t'as plus de vie, en fait. T'as plus du tout de vie. Donc que des gens qui décrochent en disant genre: «Bah, en fait, ouais, la notoriété, ça vaut pas le coup». Tu genre: «Bah, ouais, tu m'étonnes meuf, je comprends très bien». Enfin, c'est tu arrosé de thunes un peu en partie parce que bon, bah, forcément, ça gagne quand même, j'espère à peu près, quoi. Mais oh bah, on devrait être tranquille pour la fin de j'espère leur vie, pour les elle, Cat tu vois? Size. Parce qu'après avoir fait quand même pas mal d'efforts comme ça, c'est le minimum. Enfin, t'imagines. Si enfin, si maintenant quand tu es artiste connu mondialement et tu vends des disques, ta musique connue de tout le monde, mais tu gagnes pas d'argent, enfin, c'est ridicule, quoi. Mais après, ceci dit, c'est ridicule, mais c'est effectivement le modèle vers lequel on se dirige. Les artistes, on s'en fout, les interprètes, on s'en fout, l'important, c'est juste de générer du contenu et puis on s'en bat les couilles. Bah, non, je pense que les gens sont pas si désintéressés que ça et veulent autre chose, quoi. Donc bon, encore une fois, abonnez-vous au jour, c'est bien, ça coûte pas très cher. C'est vraiment, ça coûte moins de 10 € et les articles sont vraiment très bons. Ils ont plein d'articles de fond sur les questions politiques et d'actualité, donc il y a vraiment plein de trucs. Mais les articles musicaux, je trouve en eux-mêmes justifient presque pratiquement tout le prix du truc. C'est toujours du super boulot, hein, Sofiane Fanen, extrêmement mec super intéressant. Coucou à Lucille Sourde, qui fait du coup l'édit des articles parce que elle fait du très bon boulot aussi. Mais donc du coup, c'est vraiment une super équipe et ils proposent vraiment quelque chose d'intéressant donc allez-y, hein, pour le coup, prenez des abonnements au jour et au moins pour au moins lire cet article-là, donc l'IA en studio, compagnon de la chanson, qui vaut vraiment le coup. Eh bien, c'est parfait, je pense, pour finir cet épisode. Que dis-tu? Qu'en penses-tu? Ah oui! Eh bien voilà, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur la page du podcast recosic.lepodcast.fr où vous retrouverez bien sûr nos épisodes, mais aussi tous les réseaux sociaux. Vous pouvez nous dire tout le bien ou le mal que vous pensez de ce que nous vous partageons. On te retrouve toi aussi sur ton blog delaysandistortion.wordpress.com avec des chroniques 2 fois par semaine, je crois? Oui, alors sur cette semaine, parce que j'avais d'autres trucs, Ah, mais c'est ouais, normal. globalement, je tiens le rythme. Eh ben, c'est parfait. Soignez-vous bien, écoutez bien, apprenez à écouter, découvrez des choses, faites-vous plaisir et on vous dit à très vite. Bisous.